Emmanuel, je suis content de te recevoir. Ben, merci à vous, Mais merci à toi de merci. me recevoir. Mais à vous, parce que c'est Bah, organisé c'est de ça, main de maître par toute exactement, une c'est équipe. pour Tu sais que ça. moi, je suis comme le vieil animateur qu'on met dans un fauteuil et on me Avec tes fait poser des fiches, t'arrives, questions. c'est ça? Ouais, j'ai pas les fiches, tu vois, mais je suis le vieil animateur. Donc non, organiser ça de main de maître par l'équipe. Tu vas voir, c'est moi qui vais t'emmener en balade guidée pendant une heure et demie. On va pas parler trop d'histoire, mais on va parler de toi. Mhm. Il y a beaucoup de sujets que j'aimerais évoquer avec toi. Bah déjà, le métier de guide et comment ça marche. Alors, en tant que tel, mais comment tu arrives à faire venir des gens, comment tu développes un business là-dessus, comment tu fais de la haute et basse saison, des publics locaux, des étrangers, ça me passionne. On a un petit peu discuté au café, tu me Mhm. disais que tu venais pas du tout de ce secteur-là avant, ça me passionne aussi. Et puis un truc qui va me passionner aussi, c'est le côté éco-responsable, écologique, éco-solide, tout ça. Qu'est-ce qu'on met là-dedans? Est-ce que c'est une vraie niche? Est-ce que c'est global? Ce Mhm. sujet-là me passionne. On est parti pour une petite balade une heure et On demie. a des choses à dire. On en a des choses à dire. Est-ce que tu peux te présenter déjà avant de commencer? Évidemment, alors bon, je m'appelle Emmanuel Otaïek, je suis bordelais d'origine, j'ai 37 ans et c'est difficile de se définir. Comme tu l'as dit, je viens pas du tout du milieu du tourisme, même si aujourd'hui je dirige une petite entreprise qui s'appelle Vert Bordeaux, qui fait des excursions dans le vignoble et des visites guidées. Mais je suis avant tout quelqu'un, je pense, qui a eu beaucoup de centres d'intérêt dans sa vie. L'histoire, le cinéma d'auteur, les thématiques environnementales, et qui aujourd'hui arrive à réunir la plupart de ces thématiques-là dans son métier. Et je suis un couteau suisse. Moi, c'est comme ça que je me définis professionnellement. Moi, je suis un couteau suisse. C'est vrai que mon cœur de métier, c'est de guider. C'est ça que j'aime faire, mais j'adore aussi faire des fois des trucs de la compta, de la stratégie, des choses comme ça. Ouais, je suis un couteau suisse. J'aime bien faire un peu. Je m'ennuie vite dans mon travail si je fais toujours la même chose. Du coup, C'est marrant. mon métier de chef d'entreprise slash guide, ça me va très bien parce que en fait, presque tous les jours, je fais un truc différent. Tu serais pas Gémeaux, toi, par hasard? Pas quoi? Tu serais pas le signe astrologique du Gémeaux? Non, je suis bélier. Ouais. Je suis Ah, bélier et les béliers, c'est très carré, c'est c'est marrant. très dans l'efficacité. Parce que c'est aussi versatile, tu vois. Je me suis dit, non, t'as un sujet, tu vas à fond, quoi. Ouais, moi je fonce, je me pose pas trop de questions. Je suis pas trop quelqu'un. J'ai beaucoup de doutes sur ce que je fais, mais, euh, mais j'y vais, je fonce. Ouais. Pour l'instant, je me suis pas trop cassé la gueule, ça va. Ou en tout cas, je me suis relevé. Ce qui compte, c'est pas la chute, c'est de se relever, Tout quoi. à fait. C'est ce que je dis à mon fils d'un an. Tu vois. Un an? T'en as un, deux, un, deux, J'en ai un, un? et il tombe beaucoup. Ouais. Je sais pas pourquoi on parle là-dessus, mais je pense que pour apprendre les choses, il faut absolument échouer, tu vois. Avant de savoir marcher, tu apprends à tomber, quoi. De toute façon, on n'a pas le choix, hein. Genre, les gens qui ont jamais fait d'erreur, il y en a pas beaucoup. Enfin, moi, on a abreuvé de storytelling sur des gens qui réussissent de manière éclatante. Alors, bon, il y a quand même beaucoup de gens qui se cassent la gueule, qui galèrent, qui changent d'avis. Moi, j'ai eu plusieurs boulots dans ma vie. J'ai retenu deux mantras de deux de mes boss. Il y en a un, c'est tout est important, rien n'est grave. Dans la Ouais. mesure où moi, je suis pas en train d'inventer un vaccin, tu vois, contre une maladie rare. Donc, même si je me rate, c'est pas super grave en soi. Et y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. À partir de D'ailleurs, là, on y va. c'est marrant, c'est la phrase que tu as reprise sur ton site, je l'ai vue celle-ci passer. Bah oui, non, mais ça permet de relativiser. Mais C'est vrai. il faut que je me la répète à moi-même régulièrement. C'est marrant ce que tu dis, c'est exactement ce que je dis à mon fils de 7 ans. Ah bah, Que j'apprends à faire, il apprend à faire la cuisine, etc. Il fait des trucs, je dis, mais gamin, il n'y a que ceux qui se trompent pas, qui ne font pas, qui ne se trompent pas. tout à fait. Attends, tu me disais cinéma d'auteur, Hmm. et tu me dis, j'arrive à tisser un lien dans mon métier de guide. Ouais, non, pas sur le cinéma, mais je l'ai fait avant parce que j'ai travaillé 3 ans pour un festival de cinéma à Paris, donc et aussi pour un distributeur de films auparavant, parce que j'ai fait un master en droit d'auteur et je me suis spécialisé sur les droits audiovisuels. Donc j'ai travaillé dans ce domaine-là et pendant toute ma vingtaine, j'étais vraiment un gros passionné de cinéma d'auteur, cinéma de patrimoine américain, notamment des années 50-60, donc je me bouffais des films. Ah oui, donc niche en plus, quoi. Bah, niche. Ouais, et après, le cinéma, c'est quand même populaire. Enfin, je veux dire, Oui, tout non, le mais monde. ce secteur-là de. Ouais, mais j'étais un cinéphile. Je suis toujours un cinéphile. J'adore le cinéma. J'adore le cinéma. Mais là, mon métier me permet pas d'aller autant au cinéma que ce que je faisais. Ouais. Mais avant, j'y allais 2-3 fois par semaine. Ouais, Ah oui. ouais. J'étais un gros visionneur de films. Qu'est-ce qui a résonné en toi pour arrêter ce que tu faisais avant et démarrer l'aventure vers Bordeaux? Ça a été quoi le déclic? Parce que c'est presque un changement de. Non, c'est pas presque, c'est un changement de métier, quoi.
Ah ouais, c'est complètement un changement de métier. En fait, le déclic, ça a été c'est assez rationnel. En fait, j'habitais à Paris quand je travaillais dans le milieu du cinéma et l'industrie cinématographique, elle est quand Hmm. même principalement en région parisienne. Et comme je voulais quitter Paris et revenir avec ma compagne, on a décidé de venir à Bordeaux. Enfin, pour moi de revenir et pour ma compagne de m'accompagner à Bordeaux. En fait, c'était tout simplement très difficile, voire impossible, de trouver le même type de job que j'avais à Paris dans le milieu cinématographique à Bordeaux. Parce que ça n'existe pas, ou alors c'était niche, c'était bloqué. Et comme j'aimais l'histoire depuis tout petit, que je lisais des magazines d'histoire et que j'avais envie de faire un métier de terrain, bah en fait, je me suis dit, tiens, je vais me reconvertir en guide. J'ai fait une formation, j'ai monté mon entreprise et puis et nous y voilà. Donc, tu as quand même changé tu as fait un double changement. Tu es passé guide et entrepreneur. Ouais, C'était ta première aventure entrepreneuriale? ouais, tout Comment à tu as fait. commencé? Tu t'es dit, là, attends, je change à la fois de métier et de enfin, de statut de salariat à l'entrepreneuriat. C'est quoi le jour 1? Comment tu... Une bonne question. Que des fois, je me dis. Bon, après, ça me semble pas si compliqué. J'ai fait vraiment par étapes. Quand on est rentré sur Bordeaux, bah, j'ai fait cette formation qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, qui a pas été, enfin, voilà, qui m'a vraiment mis le pied à l'étrier dans la mesure où elle m'a pas donné toutes les compétences dont j'ai besoin aujourd'hui dans mon quotidien. Mais cette formation de 9 mois m'a appris à découvrir le milieu du tourisme, à guider. En parallèle, j'ai eu de la chance, rapidement, j'ai trouvé ma première expérience de guidage alors que j'avais zéro expérience. Moi. C'était en 2019, j'étais employé par les Girondins de Bordeaux et je faisais les visites du Matmut Atlantique avant les matchs des Girondins. Alors là, on parle d'une époque où les Girondins tu J'ai vois, jouaient en Ligue évité 1. de vanner, mais ouais. Jouais en Ligue 1. Donc moi, je suis un fan de foot, je suis un fan des Girondins depuis que je suis gosse. Donc j'étais trop content. Et ça m'a, en même temps que je faisais la formation, je faisais une fois toutes les 2 semaines avant les matchs, tu vois, je guidais. Et une fois que j'ai été diplômé en 2020, donc la super année pour se reconvertir dans le tourisme, hein, je le rappelle quand même, en C'est clair. plein début de Covid, j'ai lancé je me suis inscrit à des sessions de formation, d'accompagnement, de création d'entreprise auprès de Pôle Emploi. Et en fait, Pôle Emploi, en France, à l'époque, je pense que c'est encore le cas aujourd'hui, mais tu as plein Mm, mm. d'accompagnements gratuits à différents niveaux pour t'apprendre à créer une boîte, quoi, de mettre ton idée au clair, puis après, monter ton business plan, etc. Donc j'ai suivi 2 formations complètement financées, c'est quand même super, et ouais, de me lancer. Puis après, j'avoue que j'ai pas trop réfléchi, j'ai pas trop stressé, bizarrement. J'ai dit, allez, on y va. J'ai fait le Bélier. prêt bancaire, j'ai acheté le van, je me suis lancé. Bon, encore une fois, j'ai eu de la chance, ça a marché, mais Ça, j'aime. c'est vrai que C'est pas que de la chance, je pense. j'ai été bien accompagné. Au début, j'ai créé après le projet Vers Bordeaux avec ma compagne Sarah qui travaillait elle aussi dans le tourisme. Donc c'est vrai qu'à deux Mm. ça a permis de mettre des idées en commun, quoi. Tu vois, on le dit pas assez. Alors, tu vois, moi, ça fait maintenant 10 ans que j'ai l'agence et puis, entre guillemets, on a grandi. Donc là, maintenant, moi, j'ai l'impression de subir plus les contraintes administratives que, entre guillemets, son effet, comment dire, élévatif. Mais c'est vrai que, je sais pas si le mot existe, mais c'est vrai que quand on lance une boîte, franchement, l'État aide beaucoup, hein. Entre tout ce qu'ils peuvent mettre en place en termes de formation, de coaching, la Mhm. facilité des prêts à certains moments, Ouais, l'acre, le chômage, enfin, je sais ouais, plus. tout à fait, ouais. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais au départ, ça aide Ouais, beaucoup, oui, beaucoup, beaucoup, voilà. beaucoup, hein. Mais le plus dur, c'est pas de créer forcément une boîte. Les gens disent beaucoup en France, c'est dur de créer des boîtes. Enfin, non, tu peux créer une boîte pour 300 euros, tu crées des statuts, tu les publies, ça coûte 300 euros de créer une boîte, une SARL demain. Le plus dur, c'est de la faire marcher, hein. C'est ce que Parce que le j'allais. premier courrier que j'ai reçu, moi, tu vas me dire si toi aussi, c'était quand même un courrier de l'URSSAF en me disant vous nous devez 8000 euros. J'avais pas encore gagné 1 euro, on me demande déjà genre 8000 euros. Bon, là, C'est j'étais là, genre, ouais, ok. c'est Un peu abusé, exactement ça, ça. mais. C'est exactement ça. Bonjour, on veut pas vous faire de prêt bancaire, mais vous nous devez tant. Ah ouais, d'accord. Ouais, Ouais, non, ouais, c'était ça. Mais j'ai bon, connu ça. Tu vas voir, après, maintenant, c'est plus 8000, c'est bonjour, impôts, taxes, ouais. prévoyance. Ah Ouais. bon, tu payes des trucs, tu sais pas pourquoi tu les payes. Bref. Attends, c'est intéressant ce que tu disais. Et oui, non, mais c'est vrai, hein. Là, on a créé une autre boîte. Tu sais, on crée des sites internet, de médias, tout ça. J'ai créé une structure à côté. Entre quand j'ai créé la boîte il y a 10 ans et ça m'avait quand même pris 2 3 semaines avec le comptable. Et purée, là, avec 2 3 outils, en 5 minutes, c'est fait, quoi. Ouais, tout à fait. Puis Donc, toutes les banques en ligne t'aident maintenant. Enfin, ah oui, moyennant un petit billet, elles te font tes statuts, elles te les publient. c'est Enfin, exactement t'as ça. même pas Tu fais besoin un de passer par selfie, des. tu ouvres ton Ouais, ouais. compte et tout. Non, c'est assez. Non, c'est Créer une boîte, hallucinant. c'est pas super compliqué. C'est de trouver un. Je pense que quand on crée une boîte, il faut se poser 2 questions. Est-ce qu'on a envie vraiment d'avoir la charge mentale? Parce que c'est de la charge mentale quand même. Et ouais, est-ce qu'on a le. Il faut bien réaliser ce que ça va impliquer, quoi. En fait.
tu m'ouvres plein de voies là. Il y a des millions de ramifications. Je vais essayer d'évoquer tous les sujets les uns après les autres. On évoquera après ta création, etc. Mais là, ça me fait tilt. Tu me dis charge mentale et être prêt à est-ce que ça va impacter. Toi, ça fait 4 ans, tu rentres dans ta Oui. quatrième. Tu doutais de ce que ça allait provoquer et comment dire, tout ce qui allait être induit de la création de la boîte en termes de charge mentale, de temps passé ou pas du tout? Euh, Charge mentale, non. Surtout que moi, quand j'étais salarié, j'étais quand même assez, entre guillemets, j'arrivais facilement à déconnecter. Je sortais du boulot à 5h30, à 5h35, j'étais vraiment ailleurs, quoi. Bon, peut-être aussi c'était parce que c'était une époque où j'étais plus jeune et j'avais pas forcément des boulots à grosses responsabilités. Là aujourd'hui, oui, ma boîte, j'y pense toujours un peu tout le temps, quoi, en fait. Mm. Alors que des fois, il y a rien à penser, en fait, tout va bien. Mais c'est un travail que j'essaie de faire sur moi-même aussi, de me déconnecter. Donc il y a ce côté-là, ce côté ouais, bah, charge mentale. Mais du coup, ça te libère pas de l'esprit pour autre chose. Mm. C'est-à-dire que j'ai plus de mal, par exemple, à me poser, à lire un bouquin ou à regarder un film ou quoi. Et le deuxième, mais ça c'est lié à mon job, c'est que bah, je fais un boulot quand même qui est très estival, qui veut dire en tant que guide travailler le week-end, travailler les jours fériés, enfin en gros travailler quand les gens travaillent pas. Ouais. Et bah, ça t'impacte aussi sur ta vie, ça impacte ma vie familiale. Tous mes amis ils travaillent du lundi au vendredi, donc forcément le vendredi soir et le samedi soir ils sont dispo. Mais moi, quand le samedi j'ai 10 heures de boulot, le vendredi j'ai pas forcément envie de finir à 2 heures du matin, tu vois. Donc ça impacte ça. Ça je le savais, mais avec le temps c'est peut-être un peu plus difficile des fois à accepter, en fait, ce décalage Mm. aussi. Surtout que maintenant que j'ai un enfant, c'est encore un peu plus difficile, tu vois. Ouais, toi, tu as le triple décalage. Moi, j'en ai 2 sur 3. C'est-à-dire que tu vis une vie d'entrepreneur et donc tes potes salariés, c'est pas qu'ils comprennent pas, mais ça crée un petit décalage comme en disant Tout à oh, fait. Après, j'ai des potes entrepreneurs, mais on n'a pas tous le même rythme. Alors, et Donc, tu voilà, vois. et ce que j'allais te dire. Donc, premier décalage, et toi, tu as le deuxième où, comme tu dis, ton métier, au-delà même de le côté entrepreneuriat, c'est que tu bosses quand les gens sont en vacances, donc y Mm, compris quand tes potes sont en vacances. tout à fait. Ça doit être pas... Et puis l'enfant aussi, moi, m'a décalé aussi. Où bah, forcément, tu sors un peu moins de. Bah oui. Comment dire, tu viens de me dire là, comment dire, c'est plus dur avec le temps. Comment tu fais? Tu apprends à l'accepter ou tu changes même tes produits, ta façon de faire? Comment tu gères ça? Ben, non, enfin, faut l'accepter. Je l'ai accepté, mais je suis en réflexion sur la façon dont faire évoluer l'entreprise. Par exemple, avec ma nouvelle associée, Ludmila, qui est arrivée en mars, on a décidé l'an prochain d'avoir un week-end sur deux. Tu vois, au lieu qu'on soit deux, on est deux guides sur la saison. Au lieu de se dire bah, le samedi et le dimanche, on va faire chacun nos visites, chacun nos trucs et faire fonctionner la boîte, on s'est dit bah, en fait, il y a un samedi et dimanche, c'est toi qui vas faire toutes les visites et moi je suis off et vice versa le week-end suivant. Pour avoir un week-end sur deux de libre et donc être un peu plus calé sur le rythme des autres, pouvoir partir un week-end, pouvoir déconnecter. On verra si ça marche ou pas. Peut-être que il faudra. C'est un pari. Moi, je pense qu'il n'y a pas trop de risques, mais Puis c'est une petite renonciation. Bêtement, tu dis mince, là où je fais mon plus gros chiffre, j'en fais 2 fois moins. Comment j'arrive à gérer le ouais. truc? Mais en même temps, je me dis aussi, tu vois, en saison, c'est-à-dire en saison entre mai et octobre, des touristes, en fait, j'en ai tout le temps. Oui, c'est C'est-à-dire que vrai. les gens ne sont pas là que à Bordeaux entre samedi et dimanche. Mm. Effectivement, il y a des gens qui viennent en week-end, mais il y a des gens qui arrivent le jeudi pour repartir le C'est clair. mercredi d'après. Mm. Et des fois, on avait plus de clients le lundi ou le mardi que le dimanche d'avant. Donc je me dis, au final, est-ce que je vais vraiment perdre en chiffre Ouais, d'affaires? ouais. Non. Est-ce que si je perds en chiffre d'affaires, si je gagne en confort de vie, en fraîcheur intellectuelle aussi, enfin, moi, voilà, je n'ai pas créé une boîte non plus que pour me dire, il faut faire la thune, la thune, la thune. Enfin, évidemment qu'il y a des impératifs financiers. Bon, Mais pas que. bah pas que, la vie, c'est pas que ça quand même. Sinon, ça serait un peu triste. Quand Bah, même. et puis c'est long surtout si c'est Ouais, que ça ça. serait un peu long, ouais. C'est clair. Non, mais par contre, je pense qu'effectivement, c'est vrai que tu peux te prendre dans l'engrenage. Tu vois, nous, on a commencé à 10 ans, j'étais tout seul. Puis après, ma femme m'a rejoint. On a été deux, puis trois là. Aujourd'hui, on est 25. Et du coup, maintenant, c'est pas qu'on court après le chiffre, mais parce que maintenant, tu as 25 bouches à nourrir. Ah, bah, Donc tu tout te à dis, fait. attends, mais les Ah, trucs ouais, que j'aurais peut-être pas fait tout seul, bien sûr. bah, tu ne sais pas que tu te sens obligé de les faire. Et peut-être que d'ailleurs, j'ai une mauvaise réflexion là-dessus, mais tu te sens obligé de les faire en disant, bah oui, mais c'est plus que. C'est bête, mais c'est plus que kiffer. C'est aussi Bah, que t'as de la responsabilité Eh ouais, derrière, ouais. mais bien sûr. T'as une boîte à faire tourner. Non, mais c'est sûr. Toi, l'envie, elle est là de grandir, de rester à 2 3 de ce que j'ai compris.
Bah, l'envie de grandir, oui, parce qu'on a encore pas mal de choses à faire et c'est pour ça que d'ailleurs Ludmilla m'a rejoint en mars dernier pour qu'on soit deux guides et qu'on ait plus d'idées et qu'on puisse faire plus de visites. Est-ce que après demain j'ai envie de créer une agence où on aurait 15 guides avec 5-10 véhicules? Je pense pas que ça soit l'idée. Enfin, moi, c'est pas mon idée, mon projet. Après, là, on n'est que deux. Je pense que ça reste. Voilà. Si demain, on est une équipe de 4-5, je pense que ça peut être tout à fait la bonne taille. Après 4-5, sous quel format? Des alternants, des employés, d'autres associés? Ça, je sais pas, mais deux, c'est encore un peu petit, je pense. Mais bon, j'ai qu'une boîte qui a que 4 ans, donc je fais des choses petit à petit. C'est- Ouais, et puis, tu vois, nous, on bosse beaucoup avec les offices de tourisme et on rencontre des guides parfois. Je trouve que déjà le fait d'être deux fait que tu fais, entre guillemets, différemment que 80%, où moi, il y a pas mal de guides qui ont du mal presque à en vivre. Mhm. C'est quand même, Tout à fait, ouais. c'est pour ça que ça m'intéressait, c'est que tu me racontes comment tu as fait, parce que tu es quand même passé de tout seul, enfin, tu es quand même passé de l'étape de j'en vis correctement, enfin, j'en vis suffisamment pour embaucher une deuxième personne, ce qui veut Mhm. dire que déjà, tu es dans une catégorie haute que peut-être 80%, je connais pas le chiffre exact, hein, mais de une grosse majorité des guides, quoi. Ouais, après, j'ai pas les chiffres exacts sur les guides, mais effectivement, je sais que certains ont du mal à faire assez de chiffres, on va dire, l'été pour ensuite en vivre en basse saison quand il y a moins de demandes. Mm. Moi, j'ai pas ce problème-là actuellement. Après, en tant que créateur d'entreprise, la première année, je me suis quasiment pas payé. Ouais. Donc, bon, on a la chance en France d'avoir encore un système qui nous aide, puisque j'avais encore un peu de chômage. Donc, entre novembre 2021, quand j'ai créé la boîte, jusqu'en juillet 2022, donc j'étais au milieu de ma première saison, je me suis pas versé 1 euro. Et après, entre juillet et Nia Sarah d'ailleurs, qui faisait les réseaux sociaux et qui travaillait pour la boîte bénévolement, tu vois. Enfin, elle était associée, elle avait mis des billes, mais elle avait. Et après, je me suis versé des salaires qui étaient très très faibles. Donc, c'est depuis, on va dire, 1 an et demi que vraiment j'arrive à me sortir à une rémunération correcte. C'est pas une surprise pour moi, je savais qu'il fallait en passer par là. Mais C'est que tu préférais faire de la trésor avant de pouvoir te payer. bah ouais, quand même. Et puis, Mm. il fallait quand même trouver le modèle. Entre la première année 2022 et ce que je fais aujourd'hui, il y a des choses que j'ai changées. Ouais. Ah, Il y a eu raconte-moi. des renoncements, par exemple. Ok. Alors, quels sont les... Tu t'es lancé avec quel produit, au pluriel, ou pas d'ailleurs, peut-être que tu n'en avais qu'un. Et qu'est-ce qui t'a, entre le chemin par lequel tu as commencé et celui de maintenant, ça a été quoi les grandes étapes pour passer à Bah, un business rentable? il y a eu deux. Alors, quand je me suis lancé en 2022, donc j'avais acheté un petit van à 9 places. J'avais à la fois des visites de Bordeaux à pied, notamment une visite qui s'appelle Sucre et Découverte, qui est encore un produit qui marche très bien pour le coup, où on fait 2 heures de balade à Bordeaux avec des spécialités sucrées de la région. Donc ça, c'est un produit qui marche très bien, famille, entreprise, etc. Mais surtout, moi, je m'étais dit, bah, je vais faire des excursions en van, mais je vais pas faire que le vignoble. Je me suis dit, enfin, on s'est dit avec Sarah, on va essayer de monter des produits où on peut offrir la diversité de la Gironde, à la fois du patrimoine, à la fois des vignerons, à la fois de la nature, à la fois de l'artisanat. Et du coup, j'avais monté des produits, un produit, par exemple, pour te donner une idée, une journée complète dans l'Entre-deux-Mers. Donc l'Entre-deux-Mers, c'est cette région entre la Garonne et la Dordogne, où on faisait l'abbaye de la Sauve majeure, donc patrimoine historique, un vigneron familial bio, la visite du village de Rions, et après on visitait les chantiers de ramassés, donc des chantiers, un chantier naval qui restaure des bateaux qui naviguent sur la Garonne. Donc on avait un mélange voilà, de plusieurs choses. C'était une journée assez dense. Les retours clients étant excellents. Par contre, je faisais pas assez de remplissage. Ouais. Parce que c'était des journées. Parce que et là, j'avais deux, trois produits comme ça. Et la conclusion que j'en ai tirée, elle était double. Je me suis dit, j'ai qu'un van. Faire des journées complètes, ça implique de faire des programmes assez compliqués et forcément vendus à un prix assez cher. Donc, C'était quoi les prix à peu près? le prix de la journée entre deux mers, je crois qu'on était autour de 150 euros, mais tout compris, même le déjeuner, entrée, Mm. plat, dessert, café, tu Mm. vois. La visite du vigneron, tout était compris. Ce qui est pas aujourd'hui, tu fais une journée complète avec n'importe qui, c'est au moins ça, hein. Mm. Donc les retours clients étaient bons, mais c'était quand même le prix était cher, ce qui était normal hein, pour une journée complète. Mais bah, forcément, je me coupais d'une partie des clients qui n'ont pas forcément le budget pour ça. Et de deux, bah, c'est là où le renoncement a été le plus dur, c'est que je me suis dit, bah, c'est super de vouloir montrer la diversité de la Gironde, mais la vérité, c'est que les gens, ce qu'ils demandent, c'est du vignoble. Et un en particulier, quoi. Et Saint-Émilion en Ouais. particulier.
Donc, dès la deuxième année, je me suis dit, bah, en fait, on va arrêter les journées complètes. Je vais faire que des demi-journées. Parce que comme ça, si je pars en demi-journée avec 2 personnes, au moins l'après-midi, peut-être que j'en aurai 8 et ma journée sera mieux rentabilisée. Pas Parce que bête. si tu pars en journée complète avec 2, autant te dire que je travaille pour zéro, hein, Ouais. clairement. Et puis, je vais faire ce que les gens demandent. Je vais faire du vignoble. Voilà, après, j'ai quand même une offre qui va dans différents endroits, pas que Saint-Emilion. On fait le Médoc, on fait l'Entre-deux-Mers, on fait Pessac. Donc, on a quand même une offre assez diverse. Mais oui, on fait peut-être un peu moins sur les excursions, moins d'historique, moins d'artisanat, bah, parce que en fait, ça se vend pas. Et à un moment donné, la réalité d'entrepreneur, tu l'as dit aussi, c'est que tu as une demande et il faut faire tourner la machine, quoi. Comme tu dis, c'est le renoncement, hein. Ouais, ouais. Ouais. Bon, renoncement et peut-être je me voile la face, j'aime pas trop ce mot, mais pour rééquilibrer la demande, rééquilibrer l'offre pour coller à la demande, surtout quand tu lances une jeune entreprise, si tu veux que ça marche. Mais tu vois, même 10 ans après, je le vis encore en disant entre les projets que j'aimerais faire et les projets sur lesquels les clients nous appellent et jusqu'où ils sont capables d'aller, bah, tu as un gap parfois Mhm. et tu as beau faire ce que tu veux. Bah, si, entre guillemets, le client n'est pas prêt pour ça, ton idée, t'as beau avoir l'impression que c'est la meilleure du monde, si personne n'est prête à Ouais, l'acheter, bien sûr, tout à fait. Donc après, moi mon job et le job de Ludmilla aussi, qui connaît très bien la région, quand on a des demandes particulières sur les tours privés, d'être force de ouais. proposition et de dire aux gens, attention, il n'y a pas que Saint-Emilion, il n'y a pas que Margaux, on peut aussi, si vous n'aimez pas trop le vin, faire du patrimoine historique et aller dans cette abbaye-là qui est très belle et je vous fais une visite guidée. On peut aller dans cet endroit du vignoble qui est moins connu, mais il y a des vins qui sont des super rapports qualité-prix et peut-être que ça correspondra plus à vos goûts. Mais en tout cas, sur nos tours publics qu'on peut acheter à la place, sur notre site ou quoi, non, là, il faut faire les choses qui se vendent. Après, ça veut pas dire qu'on n'aime pas ce qu'on fait, hein. J'adore ce que je fais, mais Non, et tu le fais différemment pour atteindre ton public, ouais, quoi. tout à fait. Après, j'adore le vin, donc non, mais ça aide quand tu fais du vignoble, d'aimer parler de vin, ça aide aussi, Oui, ah quoi. bah, c'est clair. Sinon, bon, Ouais, puis je pense pas que ça soit des métiers que tu puisses faire, entre guillemets, à vie et toute l'année si t'es pas un minimum passionné par ce que tu racontes. c'est compliqué. Même si tu dois répéter tout le temps la même chose, mais t'as du public un peu différent, ça doit un peu changer, quoi. Tout à fait. C'est les clients qui font les visites, hein. Oui, mais c'est vrai, hein. Mais c'est vrai, hein. Ils oublient des fois, les Mm. gens, je leur dis, hein. Des fois. Et des fois, ils ne te croient pas en disant oui, tu redis ça à tous les groupes. Mais peut-être qu'on le dit à tous les groupes, mais c'est vrai. Ah ouais, non, mais les clients font que. Enfin, disons que quand les clients me disent, ou des fois des amis, ils me disent, ah, tu dois quand même répéter souvent la même chose. C'est vrai, mais c'est les clients qui me font que je ne répète pas la même chose. Mm. Par leurs questions, par leur intérêt, par leurs remarques, tu vois. Et c'est Non, ça qui. Et nous, on passe des bonnes visites, tous les guides te le diront, et tu passes d'un bon moment quand tu as de l'interaction. ouais, Avoir un public passif, ça va être long. bah, c'est long. J'ai rarement, tu vois, moi, j'ai rarement eu des gens vraiment difficiles en mode Mm. pénible ou. Mais par contre, tu peux avoir des gens qui sont poker face, quoi. Ouais. Faut te Après, dire je peux ça. comprendre, tu Mm. peux être fatigué, tu vois. Et puis, ou pas oser des fois, parfois. Ça dépend dans Ils quel vont pas groupe tu oser es. exactement, Ouais. pas forcément un peu timide, un peu, voilà. Non, c'est clair. Mais Donc, c'est difficile. première année, tu fais que des produits un petit peu, pas novateurs, mais un peu différents. Ouais. Tu te rappelles le niveau de chiffre ou de remplissage ou de ta première année, par exemple, où tu dis, ouah, c'est un peu Bon, poussif, je là. finis, je finis l'année le bilan, il est négatif. Le bilan comptable, il est négatif. Il n'est pas Et tu t'étais pas catastrophique. payé. Et je m'étais payé à peine. Je m'étais payé, je crois, 5 000 euros sur 6 mois de travail. Tu vois. Enfin, en fait, non, 5 000 euros sur toute l'année. Hmm. Voilà. Tu vois, donc pas Donc, grand-chose, quoi. ouais. Ouais. Juste de quoi survivre, vraiment. Et Et là, je finis à, je sais pas, je crois que je finis à moins 7 000, un truc comme ça. Quelque chose comme ça. ah oui, en plus, quand même. Ouais. Ouais. Donc ça va, j'avais de la trésorerie d'un prêt, etc. Donc j'ai quand même pu. Et là, Mais il a fallu quand même. Voilà, je pouvais pas me permettre de faire 2 années comme ça. Sinon ça aurait pas duré longtemps, hein. et là, tu te dis quoi? Enfin, Bah, je me dis. En fait, je regarde juste mes excursions, je regarde les demi-journées, les journées. Et puis, comme je te dis, je vois, bah, ça marche pas. Ça marche. Bah, je me dis, en deuxième année, on va faire que de la demi-journée. Et, et je commence en me disant. En fait, je me dis, ok, l'excursion qui a le mieux marché, c'est ma demi-journée Saint-Émilion où je fais un château viticole avec dégustation de vin et une visite guidée du village. Donc un mélange vin, histoire. Je me dis, bah, en fait, je vais décliner cette formule sur différents endroits. Entre-deux-Mers, Pessac et en Saint-Émilion. Je commence ma deuxième année 2023 comme ça. Donc, je commence ma saison fin avril, mai. Et puis là, en fait, je vois que ça prend pas. Il n'y a que Saint-Emilion qui marche et les autres prennent pas. Et là, je panique. Et là, je me dis, OK, enfin, je panique, mais je panique pas, mais je me dis, il faut changer maintenant. Et là, je change très rapidement mon fusil d'épaule et je dis, OK, on arrête le patrimoine qui marche pas. Les demi-journées, je fais que des demi-journées 20.
Et là, au lieu de faire l'abbaye de la Sauve-Majeure, plus un château viticole dans l'entre-deux-mers, et un château à Pessac et le château de la Brède, je fais, bah non, on va faire du vin. Je vais combiner les deux et je vais faire que du vin. Donc, t'es passé d'une visite très globalisée à la journée à du vin patrimoine demi-journée. Tu te rends même Exactement. compte, à part Saint-Émilion, mais tu te rends même, parce que le village Saint-Émilion est connu aussi pour ça, juste pour le village, tu te dis en fait, à part Saint-Émilion, je passe tout en vin, à la demi-journée. Exactement. Et là, Et là, bah là, ça marche. purée, donc tu as eu quand même deux Et là, pivots, ça hein. marche et je finis ma deuxième année en positif. Mais ça a été un autre renoncement. Après, bon, ouais, comme on a des visites à Bordeaux historiques, moi, le côté historique, je l'ai et j'adore l'histoire, donc j'ai quand même la double casquette. Mais oui, ce qui marchait, c'était le vin, quoi. Et tu arrives à te payer deuxième année? Oui. Ouais, en fait, j'ai jamais arrêté de me payer depuis juillet 2022. Ok. Après, voilà, c'était très modeste au début, j'ai augmenté au fur et à mesure, mais je me paye depuis sans interruption et pour le coup, zéro renoncement sur ça. Donc, après, on l'oublie, enfin, il faut pas oublier, tu peux faire l'entreprise que tu veux, à la taille que tu veux, la plus engagée ou pas, mais une des finalités d'une entreprise, c'est quand même de payer les gens qui bossent dedans. Donc, Mm. à un moment donné, il faut quand même. Et soi-même. Tu vois, Bah oui, oui, Non, mais c'est oui, dont soi-même, tout à fait. parce que Je suis pas la variable d'ajustement. Je sais que beaucoup de chefs d'entreprise, peut-être, tu vois, on est la variable d'ajustement, parce mm, qu'on peut, s'il y a une difficulté économique, renoncer à nos salaires pour. Mais alors que ça marche un temps, et puis même de pas se payer, j'en ai connu où en fait tu dis bah, je vais d'ailleurs d'abord payer les autres. En fait, tu te remets dans un gouffre où qui tient hmm, pas, hein. ouais, mais bon. Tu vois, moi j'ai une phrase que je dis souvent à l'équipe, c'est est-ce que vous préférez gagner ou avoir raison? Alors tout le monde me dit gagner, avoir raison. Moi je dis moi je préfère gagner. C'est-à-dire que là c'est exactement ça, c'est que les produits, est-ce que t'as voulu avoir raison sur tes produits et tu n'en aurais peut-être jamais vendu, tu serais pas resté très longtemps dans le paysage. Tu dis non, moi je veux gagner. Donc tu as changé tes produits, quitte à avoir un peu renoncé à ce que tu voulais faire à la base, mais c'est ce qui a fait la pérennité du sujet, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, après, voilà, je ne vois pas comme un renoncement, je le vois comme un Ouais. repositionnement. Ça peut paraître en langue de bois, mais ça l'est pas. Parce qu'on continue voilà, on est force de proposition quand on a des demandes de tours privés de la part d'agences, etc., où on peut les amener sur d'autres endroits que le vignoble. On a ces projets de développer beaucoup les visites guidées à Bordeaux pour parler plus à un public local également. On a déjà quelques visites au catalogue, mais on veut les développer. Donc, je ne renonce pas à faire des produits différents, des produits plus engagés, mais j'ai toujours pensé que dans un premier temps, il fallait quand même assurer la survie économique de la boîte. Et après, on peut prendre plus de risques, on Mm. va dire. Si tu veux, à partir du moment où j'ai deux jambes, je peux commencer peut-être à courir. Mais si j'arrive pas à marcher, ça sert à rien d'aller chercher des trucs, des produits improbables qui seraient impossibles à vendre. Surtout quand tu es tout seul, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas comme si. Et j'adore l'idée, j'adore ta métaphore parce que parfois c'est l'inverse, même dans les clients qu'on a, c'est je veux apprendre d'abord à courir et à faire de l'acrobatie avant de marcher sur mes deux jambes. Hmm. Parce que c'est moins sexy, comme tu dis, d'apprendre à marcher et d'être savoir que de faire triple salto. Donc tu as envie de vendre des produits de ouf, mais en fait, tu n'as même pas assuré la Bah, base, en ouais. fait. Hmm. J'aime bien ta métaphore. Tu as créé des produits dans le vin au départ. C'était quoi ta clientèle? Quelle était ta clientèle? Et comment tu commercialises? Parce que Hmm. tu passes du monde, entre guillemets, d'un monde de juriste à un monde de marketing aussi. Comment tu fais? Bah, la clientèle sur les excursions dans le vignoble depuis Bordeaux, c'est quand même beaucoup d'anglo-saxons. Et ça n'a pas changé. Même si, et c'est un peu la difficulté à Bordeaux, c'est-à-dire que cette clientèle-là, elle représente une toute petite proportion des clients qui viennent visiter Bordeaux, mais elle est cruciale Hmm. pour remplir les vannes pour aller visiter le vignoble. Donc on va dire en gros c'est des Britanniques, des Irlandais, des Américains, des Canadiens et après des pays lointains mais qui sont des pays viticoles, des Néo-Zélandais et des Australiens. Après bon, j'ai de plus en plus d'Européens du Sud, on va dire. On a un peu d'Italiens, des Grecs, tu vois, Scandinaves, Scandinavie un petit peu Allemagne, mais vraiment le gros des contingents c'est les Anglo-Saxons. Si demain il n'y a plus les Anglo-Saxons, moi je ferme boutique, je fais autre chose de ma vie, hein. Comment on commercialise? C'est toujours le créer un produit ou un service, c'est pas le plus difficile, c'est de le vendre, hein. Enfin, moi surtout, moi j'ai pour le coup, j'ai zéro compétence en marketing, j'ai jamais fait ça de ma vie, quoi, en vente. Donc je suis arrivé aussi à un moment dans le monde du tourisme où des plateformes étaient déjà bien développées. Bon, il y a
J'ai créé mon site internet, évidemment, sur lequel on peut réserver. J'ai rapidement noué un partenariat avec l'Office de tourisme de Bordeaux qui revend nos produits, nos visites et nos excursions, à la fois au comptoir, c'est-à-dire sur le lieu physique, mais sur leur site internet. Et puis après, il y a des grosses plateformes internationales type TripAdvisor, Get Your Guide qui revendent les produits. Donc tu t'inscris, tu les mets en ligne et puis après, moyennant commission, ils te revendent. Par exemple, là, en pourcentage, les plateformes te commercialisent à hauteur de combien dans ton rapport au business entre tes ventes directes, les ventes de l'office, tes plateformes, c'est quoi, c'est 50% de ton business? C'est plus, c'est moins? J'ai pas le chiffre en tête. Grande maille, hein. Hein. Grande maille, c'est pas au pourcentage près, Ouais, mais juste pour ça se rendre. doit être. Alors, cette année, on a fait beaucoup de tours privés, donc ça passe en direct via des agences ou des particuliers. Je dirais que ça doit être 50%, ouais, cette année. Ouais, donc quand même, Ouais, hein. quand même. D'où l'intérêt de diversifier les plateformes, de travailler sur son référencement, de travailler en direct avec des agences pour pas mettre tous les œufs dans le même panier et pas dépendre de ces Ah ouais, plateformes. parce que tu vois, ils te prennent 50, donc 50% de ton business. Bah, sans eux, t'existes pas, comme tu viens de Bah, dire. surtout au début. Hein. Surtout au début, Surtout c'est au début, clair. t'existes pas. Hein. Mais ils te prennent entre 20 et 30% de commission quand même. Donc Ouais, il faut que tu l'intègres dans ton prix. tout Ou à tu fait. l'intègres pas dans ton prix. Non, moi, je l'intègre pas dans le même prix, dans la mesure où une excursion qui est vendue à 75 euros à demi-journée, elle est 75 euros sur tous les sites. Quelle Donc, entre que guillemets, soit la tu commission perds qu'on me prend. 20 à 30%, quoi. Ouais. Mais Euh, bon, si c'était pas ça, il faudrait faire beaucoup de marketing, beaucoup de pubs. Donc finalement, elles font un peu ce travail pour moi, moyennant la commission. mm. Ouais, c'est ça, c'est que tu aurais peut-être quelqu'un en marketing que tu dépenserais peut-être pas 20% dans Google Ads, mais tu le dépenserais peut-être dans Ouais, du salaire. ouais, Ou dans c'est une ça. agence. Ouais. Mais au moins, là, les résultats, ils sont Mm. certains. Je veux dire, depuis 4 ans, au moins, ces plateformes, elles me ramènent du client. Elles t'en amènent plus que ce que tu ne peux intégrer. Tu refuses parfois? C'est une bonne question. Non, je pense pas. J'ai encore de la marge. On a de la marge sur le taux de remplissage. Ouais. Sur le taux de remplissage à l'intérieur de tes créneaux, tu pourrais ouvrir plus de créneaux. Bah, on peut difficilement ouvrir Ah plus bah de non, mais oui. créneaux parce qu'on n'a qu'un véhicule. Ouais. Donc le jour où j'ai deux véhicules, évidemment, je peux faire 2 fois la même excursion sur le même créneau, genre 2 fois le lundi matin la même excursion. Mais à l'heure actuelle, on n'est pas non plus à 100% de taux de remplissage sur l'année, ce qui est normal. Hein. Puis j'ai des tours qui sont plus ou moins vendeurs que d'autres. Donc on a encore de la marge de progression sur ça, sur le taux de remplissage. Mais il est très variable d'année en année, quoi. C'est-à-dire Ah ouais, que t'as pas de, ouais, t'as pas d'enseignement là-dessus. Il n'y a pas de fil bah, il y a quand conducteur. même des tours qui marchent mieux que d'autres. Ouais. Mais chaque année à Bordeaux est différente en termes de tourisme. 2025 a été une année difficile à analyser, un peu compliquée, en dents de scie, réservation de dernière minute, clientèle assez exigeante. Alors Plus que, que d'habitude. ouais, j'ai trouvé, ouais. Ouais. Moi, j'ai trouvé. Et j'ai surtout ce que j'ai beaucoup remarqué dans le comportement des acheteurs, c'est achat de dernière minute, ce qui est très pénalisant pour nous parce que moi, si je fais une excursion 48 heures avant, si j'ai 0 personne, je dois l'annuler parce que je dois prévenir le château. Et puis, bon, il faut quand même que. Donc... Alors que les gens, des fois, vraiment réservent à 22 heures pour une excursion qui part le lendemain à 9 heures. Ah ouais. Donc, pour moi, mon but, c'est comment je sécurise mon excursion, entre guillemets, comment je fais en sorte que d'avoir le minimum de participants pour être sûr de partir. Et puis après, Le reste, c'est du les bonus, restes, quoi. voilà, si quelqu'un réserve à 3 heures du matin pour une excursion qui commence à 9 heures, tant mieux. Et beaucoup d'annulations, c'est-à-dire que les gens ils réservent. 2 jours après, ils annulent. Après, ils vont te réserver le même créneau, ils vont réannuler. C'est-à-dire que les gens sont très versatiles. Et que cette année, tu l'as J'ai observé. trouvé que cette année, c'était particulièrement comme ça. Tu vois, la semaine dernière, dans le fauteuil, j'avais Séverine, qui est la présidente du club hôtel de Bordeaux, me disait un peu la même chose, quoi. Mm. Clientèle exigeante. Puis tu vois, même nous, à notre échelle, petite échelle, on a monté des gîtes. Moi, j'en parle toujours, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais moi c'est la première année, donc je ne savais pas si c'était une habitude ou une exception, mais ouais, des remarques, parfois, tu te dis que tu n'aurais même pas imaginé, quoi. Mm. Et des annulations, et de la dernière minute. Donc tu flippes, hein, parce qu'une semaine avant, tu n'as pas ton remplissage. Bah, ouais, c'est clair, c'est ça. Hein. Bah, nous, en tant qu'entrepreneur, t'aimes bien avoir une vision, quoi. T'aimes bien te dire, ah, ben là, je vais sécuriser les 3 prochaines semaines, c'est comme ça. C'est ça. Voilà, non. Et comment tu as fait? Tu as attendu que la marée passe ou tu as changé des produits? Tu as enlevé certains qui marchaient moins pour mettre plus de créneaux de produits qui marchaient le plus? Ou tu as attendu que la marée passe, entre guillemets? Non, pour cette année, on n'a pas changé notre fusil d'épaule en milieu de saison. On a continué là, sur la même lancée, mais j'ai sûrement annulé des créneaux 48 heures avant que ça parte parce que j'avais 0 personne, alors que peut-être en fait j'aurais eu 4, 5 personnes si j'avais laissé le créneau ouvert
voilà, jusqu'au bout. Mais je ne peux pas faire ça dans la mesure où j'ai des partenaires avec lesquels je Ouais, bosse, les châteaux notamment, et j'ai besoin de leur dire, ils ont besoin de savoir si je viens ou pas, 48 heures avant. c'est clair. Parce qu'eux aussi ont besoin de se dire, ok, Emmanuel il vient pas, bah, je vais accepter telle visite de telle autre personne. Ouais. Non, mais c'est sûr. Donc ça nous impacte. Après, bah, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Pas grand-chose, quoi. Je peux pas, si les gens ont envie de consommer comme ça, c'est compliqué. Oui, parce Enfin, que c'est compliqué. moi, je m'étais dit, peut-être que c'est Get Your Guide ou autre plateforme qui change ces conditions commerciales. Donc vous, forcément, vous en prenez une part. Tu vois, là, Hmm. accepter la dernière minute, accepter l'annulation. Mais non, en fait, j'ai l'impression que c'est généralisé à tous les secteurs du tourisme. L'hébergement, Ah ouais, comme tout à fait. l'activité, comme la Tout restauration. à fait. Donc c'est presque plus, comment dire, contextuel que telle plateforme a changé ses Oui, oui, je conditions. pense que c'est des attitudes de clientèle et qui sont pas forcément liées d'ailleurs à une nationalité. Je pense que tout le monde est un peu comme ça. Bon, aujourd'hui, tu as tout en un clic. Je sais pas si c'est ça l'analyse à faire, mais tu as tout en un clic et tu peux tout annuler en un clic, quoi, tu vois. Tu réserves sur ZenChef un restaurant, bam, t'annules en un clic. Enfin, tu peux annuler, les gens, des fois, n'annulent même pas. Ouais. Donc, et puis les plateformes avec lesquelles on bosse, bah, et nous aussi, on propose une annulation gratuite jusqu'à 24 heures avant. Donc c'est une grosse flexibilité, mais du coup, c'est une Tu la flexibilité payes, qui quoi. nous met aussi des Ouais. fois dans l'embarras parce que quand quelqu'un annule 24 heures avant, tu as 24 heures pour remplacer cette personne. Bah, des fois, Tu remplaces pas. tu remplaces pas, des fois, tout simplement. Des fois, oui, Comment? des fois, non. Ouais. Non, non, et je me demande pourquoi cette année en particulier, parce que, comment dire, les annulations de dernière minute, ça existe depuis quelques années. Hmm. Les grosses plateformes comme ça existent depuis quelques années. Je n'arrive même moi, tu vois, alors que on est dans ce secteur-là, j'arrive pas à comprendre intimement pourquoi cette année a été un année de bascule. C'est une bonne question. J'avoue que j'ai pas de. Et puis comme tu le dis, enfin pour moi aussi, pour avoir parlé avec des châteaux, des hôteliers, etc., c'est pas que dans mon secteur, Ouais. quoi. C'est pas que moi, je pourrais me dire, j'ai plus d'annulations, peut-être parce que je fais plus de volume, mais en fait non, c'est généralisé à l'ensemble du secteur. Donc non, je pense que la façon de consommer peut-être change. Hmm. Ouais, je n'arrive pas. Puis c'est multifactoriel, je pense, hein. Les plateformes un peu changent, les façons de consommer changent, les attentes changent. Hmm, hmm. L'effet réseaux sociaux, maintenant, tu peux tout exiger, tu connais presque tout avant de l'avoir fait, et tu deviens d'une exigence incroyable. Mhm. Ouais. Ah ouais, tu vois, là, on voulait me réserver une maison, là, un des gîtes. Il y a un toilette, il n'y en a pas deux, du coup il annule, il les réserve pas. Tu dis que la piscine n'est pas chauffée, mais il te demande quand même. Tu dis bah non, elle n'est pas chauffée, bon, moi je réserve pas. Non. Ouais, tu te dis ah ouais, ça se joue sur des détails, Ouais, quoi. tout à fait. Mhm. Maintenant que l'offre est pléthorique, tu peux te permettre de choisir sur un micro-détail. C'est dur, mais c'est challengeant. C'est challengeant, ouais. Mais bon, on est tous dans des milieux où il y a des concurrents, donc Ouais. c'est vrai que les gens comparent beaucoup, quoi. Tu peux comparer rapidement maintenant. Et surtout sur des plateformes. Ouais, C'est-à-dire tout à qu'un fait. Get Your Guide, effectivement, t'as deux tours à Saint-Émilion, visite de château. Ok, tu vas regarder les avis, tu vas regarder quoi les prix, mais le fait que tu sois green, les gens ne le savent pas sur Get Your Guide. Ils savent, non, c'est difficile. C'est pas des plateformes qui te permettent de parler de ton entreprise parce que forcément, ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est leur offre, c'est pas ton nom d'entreprise. Exactement. Voilà. Tu le vois, hein. Si tu cherches, tu les vois hein, en bas dans le coin, tu vas trouver. Mais ils savent. Opéré par vers Bordeaux, Hmm. mais Et puis leur objectif, c'est pas de le mettre trop en avant parce que non. ils veulent Non. pas de vente en En tout cas, direct. pour Get Your Guide, ils ont un espèce de label éco-responsable, mais j'ai demandé et c'est vraiment très spécifique. Genre, si tu fais des visites de parcs nationaux, des trucs nature, etc. Donc, ils ont vraiment une vision du tourisme vert qui est très lié nature. Hmm. Or, nous, on est de tourisme durable, donc c'est autre chose. Et Oui, ça, pour le coup, ça leur parle pas trop. c'est pas encore intégré chez eux. Non, c'est pas intégré. Mais c'est pas intégré chez les consommateurs de manière générale. Après, c'est pas. Voilà. Ah bah attends, je veux y venir de ça, ça m'intéresse Enfin, vraiment. moi, je trouve, Hmm. en tout cas. Bah non, mais je suis d'accord avec toi, mais je voulais avoir ton avis, toi qui est plus dedans que nous encore. Juste pour comprendre, à partir de. Donc, tu as un Vian de 9 places. À Mhm. partir de combien de places c'est rentable pour toi? On part à partir de 2. Mais c'est aussi une obligation légale. Pour faire du transport de personnes payant, tu as plusieurs types de licences, grosso modo. Et la licence qu'on a, qui s'appelle la licence LOTI, te permet pas de partir avec une personne. Les D'accord. taxis peuvent prendre une personne. Moi, je peux pas prendre une personne. Donc, je pars à 2. Quand je pars à 2, évidemment, autant te dire que ça paye pas. Hein. On va dire que ça commence à être intéressant à partir de 5. Ouais, donc il faut que tu sois à plus de 50% de remplissage pour que ça commence à être intéressant pour toi. Oui. Après, tout ça se juge sur une saison. Oui, oui. C'est-à-dire que Mm. j'accepte tout à fait le fait de partir à 2, notamment peut-être, tu vois, en janvier, je vais faire des tours, peut-être que je vais partir à 2. Si à la fin de mon année, un tour donné me fait, je suis à 85% de taux de remplissage,
bah, Ça te le va. pari est gagné. Mm. Ça se juge sur une saison. Moi, je vais essayer de voir le positif. Quand tu pars à deux, c'est pas rentable, c'est certain. Si tu as des clients qui sont sympas, euh, bah, tu passes un bon moment en tant que guide. Et tu peux vraiment être au petit soin avec eux, Mm. leur parler, etc. Généralement, quand je pars avec deux, je suis sûr d'avoir un super avis derrière. Le super avis, il t'aide dans le futur. J'aime bien ta mentalité. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Mm. Ouais, faut voir le positif. Parce Mais que t'as si tu raison. pars à deux en te disant, oh zut, je vais pas faire de l'argent, bah en fait, fais pas ce boulot. Enfin, tu C'est vois, clair. genre, parce que c'est un risque en fait. T'es toujours dans le risque, Mm. dans ce risque-là. Si je fais deux tout le temps, en pleine saison, Oui, en non, juillet, en août, là par c'est contre, je qu'il y a un panique. problème. Oui, c'est qu'il y a un Là, je suis de problème. moins bonne humeur, sûrement. C'est- Et comment ça se décompose, par exemple, une vide que tu vends 100, ce que tu reverses peut-être au restaurant, au château, comment ça se décompose tout ça? Il faut qu'il te reste combien à toi au final pour que ce soit rentable? Bah, ça dépend des. Encore une fois, c'est plutôt, ça se juge plutôt sur une saison donnée que sur un tour donné. Les châteaux, on les paye, enfin, ils nous facturent, donc on les paye. Les châteaux, les prix des châteaux, c'est très variable selon le type de château et selon la région à Bordeaux. Ça va tu peux trouver des visites tarif agence, je pense à 5-8 euros, puis après tu peux monter à des sommes astronomiques. Pareil pour les restos. Enfin, nous, on travaille pas avec des restos de manière régulière. Je travaille de manière ponctuelle sur des tours privés, mais pas sur des tours Bah oui, tu as réguliers. la demi-journée, donc Ouais, ouais. c'est ça. Donc, après, il faut marger ouais, autour de 40-45%. Ouais, j'allais dire, il faut au moins ça, je Après, tu as pense. 20% de TVA, de toute façon. Sur un tour donné, tu payes 20% de TVA, c'est la TVA classique. Tu as les commissions, si les gens ont réservé via les plateformes, tu as les commissions. Et ils te Tu payes prennent les sur la châteaux, tu TVA. payes Ouais. l'essence, ils te prennent la TVA, ouais. Ouais. Donc sur 75 euros, mettons, tu as déjà allez, 20-25% de commission, 20% de TVA, le château, l'essence, euh, potentiellement la nourriture si tu as acheté un petit truc à grignoter, machin. Bah voilà, hein, fais le calcul. Ben, c'est ce que j'allais te dire, hein. Comme faut tu pas, dis, il faut, faut au moins que tu partes à 5, ouais, parce que au sinon, moins partir à 5. sur une Parce demi... qu'après, sinon, tu fais un rapport à 4h30 de temps passé divisé par ce que tu as gagné. C'est clair, hein. Mais bon, c'est le jeu. Encore une fois, c'est une question d'échelle. Mm. Ça se joue en saisonnalité. C'est pas une question de je prends une excursion et. Oui, sinon, mais puis en plus, je pense qu'en plus, quand t'as le nez trop dedans, tu vois pas le bon enjeu, donc t'as raison de le voir sur une saison Ouais, entière. ou mois par mois, quoi. Ouais. Tu vois. Et tu disais, Ludmilla, t'as rejoint là cette année en Oui. tant qu'associé. Oui. Pourquoi en tant qu'associé? Pourquoi pas en tant que salarié? Qu'est-ce qui t'a... C'était quoi le sujet là-dessus? Alors d'abord, comme j'étais avant, comme je t'ai dit, j'étais avec Sarah, ma compagne, et puis et moi. Donc, Sarah, prenant du recul, je me voyais mal déjà avoir un salarié et avoir un côté hiérarchique trop fort enfin, dans une aussi petite boîte. La deuxième raison, c'est que j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui fasse des visites, certes, mais qui soit aussi force de proposition, qui amène des idées. Et je me suis dit, il faut quand même, pour que quelqu'un s'empare du sujet, il faut quand même aussi lui donner des responsabilités. C'est donnant-donnant, hein, après. Donc pour ces deux raisons-là, le refus d'un hiérarchique patron salarié, j'ai rien contre la hiérarchie, hein, par ailleurs, ça peut être efficace, hein. Mais voilà, ça me semblait trop petit et Mm. encore trop jeune pour ça. Et comment tu la connaissais déjà? Comment tu vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés parce qu'avant de créer la boîte, avant de lancer vers Bordeaux, donc fin 2021, l'été 2021, j'ai travaillé pour une boîte qui n'existe plus, qui s'appelle Tuk Tour Events, qui faisait des visites d'une heure, notamment en tuk-tuk électrique dans Bordeaux. Purée, ils étaient sur les quais? On commençait les tours près de l'office du tourisme, donc place des Quinconces. Ouais, mais je crois que je les ai connus. Ouais, tuk-tuk rouge, il y en avait 6 Ouais. ou 7, et on faisait des tours d'une heure, comme ça. C'était un peu, c'était intéressant, mais c'était très répétitif pour le coup. Et bah, ils avaient engagé, comme n'importe quelle boîte, une petite dizaine de guides saisonniers, et du coup, on s'est connus comme ça. Après, moi, quand j'ai lancé vers Bordeaux, des fois, j'avais des demandes de visite guidée que je ne pouvais pas assurer. Et j'ai fait appel régulièrement à des guides extérieurs, auto-entrepreneurs qui me facturaient. Pendant que moi j'étais en excursion dans le vignoble, bah, ils faisaient la visite pour vers Bordeaux. Et du coup, j'avais travaillé un peu avec Ludmilla comme ça. Et après, voilà, je lui ai proposé ça fin 2024. Et puis, on a mis ça en place sur l'hiver 2024-2025. Et donc, elle a racheté des parts? Comment ça s'est passé Elle a mis au capital. Elle n'a pas racheté des parts, on a créé des parts Ok. pour elle. Voilà. Elle a... Donc, elle a acheté les parts. Oui, elle a... J'ai Non, elle a mis au j'ai capital. augmenté le capital social, en fait. Ok, J'ai ok. augmenté le capital social. Ouais. Et tu restes majoritaire?
On est à 50-50. De toute façon, c'est des données publiques, je pense. C'est 13 000 euros de capital. Il y a 3 000 euros pour Sarah et 5 000 après. Moi et Ludmilla. Mais ça, non, c'est juste que je m'intéresse dans la façon de fonctionner, tu vois, comment tu... Bah, après, c'est une négociation qu'on a eue, mais on s'est rapidement mis d'accord avec Ludmilla d'être à 50-50, quoi. C'est-à-dire que, ouais. À partir du moment où le but, c'est qu'on soit tous les deux guides, qu'on ait tous les deux le même niveau d'implication, euh, bon, ça m'a semblé logique, ça m'a pas semblé déconnant, quoi. Et aujourd'hui, c'est une équipe que vous avez le même niveau d'implication, tout ça C'est le but. Après, on a des tâches de gestion qui sont Ouais. différentes. Elle fait beaucoup, notamment la communication, la relation client, notamment toutes les questions que peuvent avoir les clients. Moi, j'ai le côté plus comptabilité, suivi financier, etc. quoi. Ouais. J'aime bien l'idée, hein, tu vois, mais encore une fois, on en revient au Et on sujet est- de... ouais, Oh, pardon, pardon, vas-y. vas-y, Non, je non, t'en prie. vas-y. Non, que beaucoup de guides ont du mal à passer cette étape-là. C'est pour ça que je creuse tout ça, hein, pour qu'ils puissent en avoir des apprentissages Bah, beaucoup de guides intéressants. sont en auto-entreprise. Mais oui, mais c'est ça. C'est pas du tout le même. Et beaucoup de guides ne proposent pas forcément des tours à la place, comme moi. Ouais. Ils proposent leurs compétences de guide à des agences, à des croisiéristes, mais vendre à la place, comme ça, je veux dire, vendre au ticket des visites publiques avec des créneaux réguliers comme ça, il n'y en est pas 36 000 à le faire en Non. fait. Il y a des agences, mais les guides que je connais, ils sont plutôt à travailler pour des agences. Finalement, c'est beaucoup plus rentable ce que tu fais toi. C'est un autre fonctionnement, C'est plus risqué, c'est plus risqué. mais c'est plus de liberté, je trouve. Je fais plus mes visites à moi. Ouais, Si j'ai envie de pas le faire, je le fais pas. mais oui, Voilà. il y a ça. Et puis surtout, le fait d'avoir les plateformes maintenant qui t'aident à commercialiser finalement. Oui, non, c'est sûr. C'est- Mais il y a de la concurrence aussi. Il faut trouver tu vois, Alors, faut trouver l'équilibre. tu vois, on en revient au sujet sur lequel je voulais t'emmener. Donc, vers Bordeaux, visite éco-responsable, durable, etc. Est-ce que tu peux m'en parler un mot là-dessus? Est-ce que c'était une envie dès le départ? Hmm. Ça a été une force? Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives à le valoriser ou pas du tout? Voilà, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Bah, c'était en fait dès le départ, ça a été on va dire la direction qu'on a pris avec Sarah quand on a créé la boîte. C'était de s'engager dans le tourisme durable. Ça venait de convictions personnelles. Voilà, on faisait déjà des efforts dans nos vies quotidiennes. On avait une réflexion globale sur notre consommation. Moi, j'ai travaillé 3 ans pour un festival de documentaires sur les thématiques environnementales à Paris Et donc, avant. Donc, j'étais quand même baigné dedans. Et puis, voilà, en fait, ça m'a semblé tout simplement le prolongement naturel de ma réflexion personnelle. Et j'avais envie d'appliquer ça au niveau du travail, de mon entreprise. Bon, c'est vrai que quand on regardait à l'époque les études qui étaient faites, les Français sont assez sensibles à ça, etc. On s'est dit, bon, en plus de ça, on va pas se mentir, il y a peut-être un intérêt marketing, un facteur différenciant qui Justement, aidera ouais. quand tu crées une jeune entreprise, ça peut aider. Et après, en fait, ces engagements-là, dès le départ, c'est pour ça que je préfère le côté tourisme durable que, en fait, éco-responsable, parce que les engagements, ils sont multiples. Pour moi, ce que je fais, c'est pas que écologique. Je sais que beaucoup de gens, ils voient ça, ils confondent tourisme durable, tourisme vert, éco-responsable. Pour moi, il est multiple. C'est à la fois il y a un côté écologique, évidemment, on pourra en reparler. Il y a un côté social et puis il y a un côté financier. Et le tourisme durable, en fait, c'est le pendant du développement durable. Et le développement durable, ça implique le social, du financier et de l'environnemental. Donc concrètement, c'est quoi? En fait, quand j'ai créé la boîte, il m'a fallu une banque, il m'a fallu un prêt. La question, c'est avec qui, à qui je demande? Pas se mentir, tout le monde sait que toutes les banques n'ont pas les mêmes vertus. Enfin, il y a des Tu le classements. savais ça Ouais, tu t'étais renseigné sur chacune des banques Ouais, je veux dire, aujourd'hui, tu as des ONG qui publient chaque année le classement des banques les plus engagées en France, notamment dans les investissements qu'elles font sur les énergies fossiles. Et aujourd'hui, en haut de l'affiche, tu as des gros noms comme la BNP qui ne sont pas forcément les banques les plus propres au monde. Ah, tu vois, c'est un J'ai sujet rien- que je ne connais très peu, Et donc j'apprends. ouais, tu as des banques éthiques comme le Crédit Coopératif, c'est le plus connu, c'est une coopérative. Et puis tu as une banque qui nous a financé, qui est encore notre banque, qui s'appelle la Nef, qui est c'est une coopérative, c'est que pour les pros pour l'instant. Ils font que des livrets B, des comptes à terme pour les particuliers, mais ils font pas de compte courant pour les particuliers. Et c'est la seule banque qui finance que des projets qui sont soit environnementaux, soit culturels, soit sociaux en France, qui publie chaque année la liste de tous les projets qu'ils ont financés.
Donc tu peux vraiment aller regarder. Tu achètes des parts, donc c'est une coopérative, donc tu achètes des parts, mais tu sais, c'est un petit Comme billet le genre truc de mutualiste. 80 euros, Ouais, tu vois, ouais. un truc comme ça. Et après ils te fournissent les services, un compte bancaire, etc. Donc moi, ça m'a semblé être le nerf de la guerre, c'est de savoir à qui je donne mon argent, qui c'est qui fait tourner mon argent en fait. Parce que si demain je crée une boîte qui a beaucoup de trésorerie, j'ai quand même envie que cet argent soit utilisé par une entreprise qui elle-même est engagée. Après, ça s'est posé de manière très sur les tours et les excursions, de manière très pragmatique. Je vais dans le vignoble, j'ai envie de mettre en valeur des vignobles familiaux, des vignobles en bio, des vignobles en biodynamie, dans la mesure du possible. Donc, tu vois, à Saint-Émilion, on travaille avec deux châteaux principalement. Château Coutette, 14e génération. Ils n'ont jamais utilisé de pesticides de leur vie. C'est incroyable. Château Bernato, 11e génération. Ils sont en bio depuis 2012 officiellement. Ils ont commencé en 2007. Donc, après, on peut avoir une discussion sur le bio, le pas bio, le vin, etc. Moi, ça m'a quand même semblé important de choisir de manière précise avec qui je bosse. Et quand je dis avec qui je bosse, c'est à la fois quand je suis en excursion et en visite, mais aussi quand je suis en train de faire mon boulot de gestion, ma banque, ça va être qui fait mon site web. J'ai trouvé Mathilde Ludwig qui m'a fait mon site web. Elle faisait des sites web éco-conçus, donc le plus léger possible, tu vois, parce que l'empreinte carbone d'un site web, c'est important. Voilà, donc j'ai essayé en fait de chaque fois qu'en fait je fais appel à un prestataire, de trouver est-ce que j'en ai besoin. En fait, c'est la question de base. Est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si j'en ai besoin, qui peut le faire le mieux, le plus local et le plus éco-responsable possible? Donc ça part d'une conviction perso à une époque où il y a 3-4 ans, non, si, il y a 3-4 ans, on était en plein dedans quand même, l'éco-responsabilité, tout ça, le Ouais. durable. Tu, me- t- t- tu vois, tu commençais à le dire au début du podcast. Aujourd'hui, c'est un argument qui te sert. Est-ce que les gens en ont quelque chose à faire et jusqu'à quel point? Euh, c'est pas forcément pour ça, on va pas se mentir, que nos clients nous choisissent. Peut-être aussi parce que, voilà, comme on l'a dit, ils passent beaucoup par ces plateformes et qu'on Ouais. a du mal à communiquer à travers ces plateformes sur nos engagements. Peut-être aussi parce que le côté tourisme durable est souvent mal entendu. Là, j'ai parlé beaucoup d'éco-responsabilité parce que ça fait partie, hein, mais il y a un côté social aussi euh, qu'on a. Notamment, on propose des visites gratuites et des tickets à des personnes en précarité, voilà, afin qu'elles puissent suivre des visites guidées. Donc, il y a un côté vraiment social. Mais non, c'est pas facile en fait d'arriver à convaincre les gens de rejoindre une excursion ou une visite juste pour ça. Je dirais que quand on explique ça, quand on explique nos engagements, ce qu'on essaie de faire à la fin de chacune de nos excursions, on a une charte RSE aussi sur notre site, on a un QR code qu'on donne à la fin de nos visites où les gens peuvent aller le voir, tu vois. Ils sont contents, mais c'est vrai qu'ils ne nous ont pas choisis pour ça. Encore une fois, parce que ces plateformes ne communiquent pas, mais je crois aussi que je crois, et ça repose peut-être sur rien, mais on a beau lire des articles en disant que les gens sont sensibles à ces thématiques-là, je pense que ce n'est pas forcément le critère numéro un. C'est-à-dire que le critère numéro un, ça va être est-ce que le prix correspond au budget que j'ai envie de mettre? Est-ce que les avis sont bons? Et est-ce que l'excursion est disponible au moment où j'y suis? Voilà. Ouais. Et en fait, voilà, donc si tu remplis ces critères, tu peux avoir des ventes. Si tu dis, si tu es 30% plus cher et que tu dis tu fais du tourisme durable, je pense que non, j'en aurais pas beaucoup. Tu vois, c'est un vrai sujet, hein. On accompagne beaucoup de marques, nous, sur leur sujet du branding, tu vois, leur positionnement, leur façon de s'exprimer au monde, avec quelle valeur, tout ça. Forcément que ça revient tout le temps, ça. Mais la première chose qu'on leur dit, c'est d'une, si vous êtes tous à le dire, vous êtes inaudible, puisque Mm. ça devient ce n'est plus un critère différenciant, même s'il est réel. Et de deux, et c'est exactement ce que tu viens de dire, et tu vois là, maintenant c'est des questions que je pose dans les podcasts parce que ça m'intéresse, mais j'ai l'impression que peu importe la facette par laquelle on prend la chose dans le tourisme, tu vois, l'activité, la restauration, l'hébergement, etc., c'est des critères de différenciation, mais le huitième, neuvième, dixième critère, jamais un critère de choix. Bah oui, tout à fait. Tu vois, on a beaucoup de territoires, nous on bosse beaucoup avec des destinations qui veulent se dire, maintenant notre credo c'est le durable. Non mais tu viens pas, je dis Bordeaux parce qu'on est bordelais, hein, mais tu viens pas à Bordeaux parce que c'est durable, tu viens à Bordeaux parce qu'il y a de la pierre, du patrimoine, que l'avion t'y amène, si t'es américain. Bah oui. Et Mais oui, c'est non, cool mais si oui. c'est durable, mais c'est pas un sujet de visite en fait. Bah sur assez peu de gens en tout cas. Non, Assez peu de gens. exactement. Et puis ça te fait pas, comme tu dis, ça te remplit pas tous tes partenaires, ça te remplit pas tout ton business si tu Non. fais que ça, quoi. Non. Bah, si on prend l'exemple d'un resto, si ton resto il est bio local mais que les avis sont mauvais et que le menu il coûte 75 € le midi,
bah, tu vas pas y aller en fait. Ce que tu vas regarder, c'est les avis Google, les avis du resto. Mais après, les gens sont contents. Moi, j'ai jamais fait ça vraiment dès le départ en me disant tiens, je vais aller récupérer 20% de clients grâce à cet argument. Je l'ai fait parce que j'y croyais, Ouais. parce que c'est un facteur différenciant, parce que je trouvais que ça donnait quand même une identité et une voix à l'entreprise. J'ai aussi souvent pensé d'une certaine manière que se mettre des contraintes, c'est aussi s'obliger à une certaine forme de créativité. Parce que là, en fait, J'adore ça. je me pose des contraintes. C'est-à-dire que quand je dis je vais travailler qu'avec des viticulteurs bio, bah, de fait, j'élimine une grande partie Mm. des viticulteurs. Après, voilà, encore une fois, peut-être ceux qui nous écoutent, ils vont se dire ah, c'est quand même vachement binaire comme façon de penser parce qu'il y a des viticulteurs non bio qui sont très bien. Je suis Évidemment. complètement d'accord. Je passe assez de temps dans le vignoble pour le savoir. Néanmoins, à un moment donné, tu as un label. Le label, il est fait pour que les gens s'y réfèrent. Quoi. Mais moi, je le vois comme ça. Je me dis, OK, je me suis fixé des contraintes. Je n'accepterai pas de tout faire. Mais au milieu de ces contraintes, bah, ça m'oblige à peut-être des fois à être un peu plus créatif, à aller chercher quelque chose de différent. Pour répondre aussi à ta question, je pense que être engagé, avoir une politique RSE comme on a, être engagé dans le tourisme durable, ça peut être intéressant, non pas aujourd'hui pour les particuliers, mais ça peut être intéressant pour les entreprises. Mm, mm. Et nous, on développe beaucoup le B2B, c'est-à-dire qu'on a des entreprises, que ça peut être des agences de voyage, ça peut être des entreprises. Toi, demain, avec tes salariés, tu as envie de faire une visite à Bordeaux. Tu te dis, bah tiens, j'ai une politique RSE interne ou pas, mais j'ai envie de contracter avec une entreprise qui elle-même est engagée. Et ça, les entreprises, ils sont sensibles parce qu'elles-mêmes ont des politiques RSE et qu'il faut qu'elles collent à cette politique RSE. On a beaucoup ça, nous, dans les appels d'offres, où maintenant on a des points sur l'engagement RSE qu'on peut avoir, nous. Mm. Donc, nous, on n'a pas une charte reconnue officiellement, mais on a des actions que l'on montre. Bah là, on commence même à se faire, pas bannir, parce que c'est pas le mot, mais on perd des points, parce que même maintenant, on n'a pas de label. Mm. Donc, comme tu dis, tu as raison, Ouais, tout à ça fait. devient ça devient un critère de pensée. Mais alors, tu vois, j'en reviens à la même chose que toi sur la partie restaurant. Je sais pas si je devrais le dire, mais tu vois, là, il y a la dernière fois, on a perdu un appel d'offres. Techniquement, entre guillemets, hein, c'est le client qui le dit, hein, parce qu'on a des grilles maintenant. Techniquement, on est meilleur, sur les références, on est meilleur, mais on perd parce qu'on n'a pas le label RSE. Mm. Alors, moi, alors, bon, forcément, mauvaise foi de dingue, mais je le dis pas au client, mais dans ma tête, je me dis, attends, tu préfères bosser avec quelqu'un que tu dis toi-même qu'il est moins bon, hein, parce que Mm. c'est les clients qui nous notent, mais tu le prends parce qu'il est RSE, mais quel est l'objectif premier? Le RSE ou que ce pourquoi tu payes soit efficace? C'est pas, Bah là, voilà, c'est l'inverse peut-être du particulier Ouais. qui va mettre ce facteur. Et tu vois, nous, on s'est toujours battu contre ça en disant, mais dès le moment, tu vois, c'est le mot bienveillance, dès le moment où tu mets dans tes valeurs, c'est plus une valeur. Si tu le dis, tu vois, à te dire ce qu'on est, c'est que tu l'es pas vraiment, t'en fais une valeur marketing. Donc, moi, je m'étais dit bêtement, mais on est en train de changer, de dire si tu brandis partout RSE, nanana, bah, tu l'es plus vraiment, puisque tu tiens ça comme un argument marketing. Mm. Non, c'est pas faux. Mais Mais bon, aujourd'hui, en même temps, tu es quand même bien obligé de communiquer sur l'identité de ton entreprise mm, et sur un facteur différenciant aussi. Donc, ouais, c'est une façon de parler. C'est pas facile. Hein. Enfin, moi, c'est encore une fois, j'ai pas fait d'études de communication ou de marketing. J'apprends. Donc, parler de ça, c'est pas les choses c'est pas les simple, plus hein. Ouais. évidentes. Voilà. Mais alors, nous, on a eu un label grâce à l'Office du tourisme, un label d'une agence indépendante. J'avoue que ce qui m'intéressait dans cette approche, c'était pas forcément d'avoir un label. Le label, c'est le label Lucie Progress, qui est très bien, mais c'est parce que dans mes engagements, moi, j'avais besoin d'avoir un avis extérieur. J'avais Ah, besoin intéressant. d'avoir quelqu'un qui me dise, OK, vous faites ça, mais peut-être vous pourriez pousser ce curseur-là. Peut-être vous devriez regarder ça, vous devriez regarder ceci, ça. Et en fait, le label Lucie Progress m'a permis de structurer les engagements et surtout m'oblige dans les prochains mois à pousser mes engagements plus loin. J'ai notamment 21 mesures à prendre cet hiver pour passer plus loin mes engagements. Donc c'est du boulot de plus, c'est du boulot en plus, c'est clair. Ce que j'allais te demander, tu vois, à quel point ça. Est-ce que ça mange. À quel point ça grignote, on va dire? Ça va grignoter des heures de travail. Ça va pas grignoter, mais ça va en grignoter, ouais. Bon, après, c'est bon, il faut bien bosser dans la vie. Hein. À un moment donné, il faut bien que je fasse quelque chose. Non, mais bon, c'est pas grave. C'est intéressant intellectuellement aussi. Ça m'apporte des idées, moi aussi. Enfin, ça permet de toucher d'autres domaines, des politiques RGPD, enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien explorer des petits domaines comme ça, des micro-domaines de ma boîte, sans être un spécialiste, mais disons que
j'y retrouve un intérêt intellectuel à ça aussi. Ok, oui, c'est pas, oui, J'y trouve un c'est le intérêt. faire et le plaisir de faire aussi, quoi. Après, c'est pas les trucs qui me font le plus kiffer dans ma vie Mm. d'entrepreneur. Mais j'ai accepté de le faire. J'ai accepté d'être une agence engagée. J'ai accepté de passer par ce label Lucie Progress. J'ai accepté leurs idées d'engagement pour pousser plus loin. À un moment donné, je peux pas me plaindre de ce que j'ai accepté. C'est Enfin, beau. tu vois, à un moment donné, T'as tu peux raison. pas te plaindre. Sinon j'aurais dit, genre, je le fais pas et puis basta, quoi. T'as raison. D'ailleurs, tu vois, on en revient sur le durable. Alors peut-être que je prends le chemin le plus facile, hein, tu me le diras d'ailleurs, mais au durable, est-ce que de faire venir... je parle pas de ton boulot là, je parle vraiment à l'échelle, tu vois, même touristique de Bordeaux, Mm. mais aux autres destinations, focalisons pas sur Bordeaux. Les pauvres, ils sont pour rien, mais tu vois, de faire venir des Américains en masse à l'avion, euh, est-ce que ça a encore un sens? D'un côté, je sais que les destinations essayent de moins en moins les attirer, mais en même temps, comme tu dis, ils représentent peut-être 1%, mais eux, ils dépensent 10. Mm. Tu vois, comment c'est presque. C'est dur, hein, il n'y a pas de bon choix. Comment tu fais en disant. Peut-être que d'un point de vue durable, il faut. Est-ce que ça sert quelque chose de faire venir des gens pour 5 jours, l'avion, le transport et tout, mais en même temps, d'un point de vue pratico-pratique, j'ai des guides, des restaurateurs, des hôteliers, ils sont là. Il faut bien Mm. que je les nourrisse. Enfin, Mm. Ouais, tout à fait. comment. Bah, c'est un vrai paradoxe aussi, je trouve, de l'activité et de mon activité. Si tu fais des excursions durables, tu fais des efforts, mais à la fin, ta clientèle, comme tu l'as dit, elle vient de l'autre bout du monde. Donc, c'est vrai que l'empreinte carbone du voyageur, elle n'est pas bonne. Après, bon, moi, je suis pas un spécialiste du calcul de l'empreinte carbone. Est-ce que je dois calculer, prendre en compte, si je devais faire mon bilan carbone, est-ce que je dois prendre en compte le bilan carbone de mes clients aussi? Comment ils sont venus? En tout cas, c'est sûr que c'est un grand paradoxe, c'est presque une contradiction d'avoir ces engagements-là, mais finalement dépendant d'une clientèle qui vient de l'autre bout du monde. Et c'est pas un jugement que je fais, hein, c'est Non, une non, mais réflexion, moi, hein, c'est ouais, ouais. c'est une vraie problématique. Après, si demain tu me dis tous vos clients, Emmanuel, c'est que des Français qui viennent en train et tout, mais moi, j'adorerais. J'adorerais. Mais le problème, c'est que les Français ne consomment pas les produits Et qu'on c'est ce fait. qu'on en revient au départ. On Ouais, en ouais. revient à débat. Mais du coup, on en revient aussi à ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, c'est aussi un facteur différenciant. On a nos excursions dans le vignoble, mais on a des visites à Bordeaux, à pied, des visites historiques, des visites gourmandes, et vraiment, on cherche à développer ce catalogue-là. Et ces visites-là, on les fait que en français, et elles s'adressent à un public local. Elles s'adressent à des Bordelais, à des métropolitains, ou en tout cas à des Français. Euh, c'est les produits qui sont intéressants parce que ça permet de faire de la basse saison, parce que bah, c'est une clientèle qui vient pas de l'autre bout du monde, donc pour le coup l'engagement, ça permet de parler d'autre chose, ça permet de parler d'histoire, ça permet de parler peut-être d'entreprises engagées. Donc nous, c'est ça dans le futur qu'on aimerait pousser, pour avoir deux jambes, les excursions dans le vignoble, en gros, la clientèle internationale, parce que bah, c'est Faut ça qui bien, marche aussi. oui. Et puis bah, des produits, des visites, voire peut-être même des excursions dans le futur, j'aimerais bien, qui s'adressent plutôt à des Français, à un public local, et qui nous permettent d'avoir un ancrage local. Parce que moi je suis bordelais, ma boîte elle est à Bordeaux, j'ai pas forcément non plus envie que, tu vois, que tous mes clients ce soient des Américains qui passent 2 jours à Bordeaux dans leur vie avant de jamais y revenir. J'adore l'idée. Non, mais t'as raison, t'as raison, t'as raison. Puis même intellectuellement pour toi, de revoir des gens, de les retrouver, de te dire que tu les as, comment dire, c'était pas juste la surface, mais tu les as amenés en profondeur. Mm. C'est hyper intéressant. Puis j'aime bien faire des visites en français. Là, tout ce que Oui, je fais c'est dans le vrai. vignoble, c'est en anglais. Alors, très bien, je maîtrise très bien l'anglais, évidemment. Mais bon, en français, tu as une finesse, tu as, Ouais. de l'humour, tu partages des choses. Les Français, ils ont des bonnes connaissances en histoire, ils sont intéressés. C'est pas le même public non plus. Oui, c'est clair. Oui, 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 j'y pensais pas, mais évidemment, Tu vois, il y a évidemment. des intérêts, quoi. Tu pars moins de zéro, quoi, Mm. généralement. Mm. Sauf quand tu abordes certains sujets. Avec des Oui, Français, ce qui est logique, c'est leur pays, tu vois. non, mais t'as raison. Aujourd'hui, juste grande maille, hein, j'aime bien ton idée de pousser la basse saison, le local, ça va être le volet là. Grosso modo, si tu dois faire distinction entre tes publics étrangers, ton produit phare et public étranger versus les publics français, c'est quoi? C'est du 80-20, du 70-30? Sur le français, ouais, alors, si on prenait tu veux dire en volume en chiffres ou en volume client? Eh ben, En ce volume ce client, qui les te parle Français. le plus, pour que les gens comprennent. Allez, Mais les deux, d'ailleurs, c'est là, je intéressant. pense que 95% c'est des étrangers, hein. Ah oui, toi, j'imaginais pas Ouais. que c'était autant. Bah ouais. En volume de clients. Et donc, à faire, ça doit Ouais. être la même chose. Ouais. En plus, ils dépensent beaucoup. À faire peut-être un peu moins parce que on peut avoir des tours des clients qui réservent des tours, des visites privées du coup bon, mais
Ouais. Très, très Ah majoritairement, ouais, tu on vois, est je pendant de pensais la pas que clientèle c'était étrangère. autant. Après, si tu as grandi à francophone, tu prends des Belges, des Suisses, des Québécois, tu rééquilibres un peu, mais Ouais, non, mais demain, tu peux pas faire d'excursion dans le vignoble sans faire de l'anglais, en fait. Hmm. D'ailleurs, là, beaucoup de mes concurrents nous proposent des tours que en anglais. Ah oui, Moi, d'accord. c'est aussi quelque chose auquel je suis attaché, c'est que tous nos tours, tu peux les réserver en français et en anglais, et on fait le bilingue. Je n'exclus personne. Hmm. Ouais, ah oui, tu vois, je pensais pas que c'était autant. Donc là, allez, on se donne juste pour se mentaliser, en discuter un peu. Tu veux équilibrer un 50-50. Donc basse saison, comment tu vas chercher tes locaux? Tu crées quoi comme type de produit? Tu peux pas aller sur le vignoble. C'est une bonne question. Alors, bah déjà, on est confronté à la première problématique pour moi, c'est que faire une visite à pied, c'est ce qui est le plus facile. Ça demande à peu près du temps, des connaissances évidemment, mais zéro investissement. C'est-à-dire que demain, tu veux créer une visite à pied, tu peux. Donc la concurrence, elle est rude. Tu vas sur Get Your Guide, tu vas sur Airbnb Experience, tu vas sur le site de l'Office du tourisme, des visites à Bordeaux, il y en a beaucoup. Euh, donc tu as une concurrence rude. Donc la question c'est qu'est-ce que tu fais pour attirer ces gens? Bah, soit tu fais de l'histoire et tu trouves une thématique historique qui n'a pas été abordée, ou tu le fais mieux. Bon, c'est voilà. Moi c'est ça qui m'intéresserait dans le futur, tu crées des thématiques qui sont vraiment différentes. Nous, bah, comme on est une entreprise engagée, moi j'aimerais bien pousser dans cette optique-là. J'avais créé une visite qui s'appelait Bordeaux engagé et solidaire avec une guide qui s'appelle Pauline pour mettre en avant des initiatives éco-responsables et des entreprises engagées du territoire. Ça n'a pas trop pris, mais c'est quelque chose à creuser. Donc en fait, il faut vraiment que tu arrives à apporter une plus-value sur ta visite pour accrocher ce public local. L'histoire, ça marche bien, mais il faut amener quelque chose en plus. Donc Je ça. sais pas si je suis très Non, non, clair, t'es très. mais Non, parce qu'en même temps que tu me parles, j'essaie de me dire comment tu raccroches l'histoire à ce truc en plus. je pense qu'en gros, alors l'histoire ça marche bien. Soit tu fais du faire, notamment par exemple il y a des concurrents, je pense que ça marche bien, des ateliers où tu fais une Ouais. visite graphe et après tu fais du graphe, tu en parlais. Soit en gros tu arrives à amener les gens dans des lieux où ils n'auraient pas accès. Ça peut être des entreprises, parce que la visite d'entreprise c'est une niche, mais ça peut être intéressant. Il y a des gens qui adorent visiter des entreprises. Tu vois, tu visites une usine, des choses comme Ouais, ça. c'est clair. Ça peut être des lieux très confidentiels. Un hôtel particulier qui serait jamais ouvert, etc. Mais il faut arriver à apporter quelle est la plus-value. Si tu sors de l'histoire, quelle est ta Mm. plus-value? Moi, je pense que quand j'ai créé cette visite qui s'appelait Bordeaux engagé et solidaire, où on visitait des 4 lieux, 4 entreprises engagées, il, il y avait un vrai intérêt. C'était une espèce de visite débat où les gens apprenaient, mais il y avait un débat qui se créait aussi avec les gens sur des thématiques comme la viticulture durable, la mode responsable, etc. Mais je crois que ça manquait peut-être euh, d'exclusivité. Pourquoi? Parce que ces trucs, ils auraient pu Parce que, faire eux-mêmes. ouais, parce que bah, c'est ce qu'ils peuvent se dire. Ils peuvent très bien se dire, ah, il m'amène chez un caviste engagé, j'aurais pu y aller chez lui. Mm. Mais bon, ce que je leur amenais en exclusivité, c'était quand même un accès au créateur de Mm. l'entreprise et un moment d'échange avec ce créateur. Ce que tu vas pas avoir demain si tu te pointes là dans 2 heures. Peut-être que la personne elle est pas là, peut-être qu'elle est pas dispo, etc. Bon. Mais après, c'est peut-être une des erreurs de communication, peut-être que j'ai mal marketé le truc et tout, hein. Mais il faut arriver à amener quelque chose d'exclusif comme ça. Et on en revient, tu vois, pendant que tu me parlais de ça, je me dis, mais en fait, on en revient exactement à ce que tu me disais au départ, pour les publics même étrangers, tu crées des circuits de dingue, inédits, innovants. En fait, ils veulent tous d'abord Saint-Émilion. Donc là, je me disais, mais les Bordelais, en fait, est-ce qu'il n'y a pas un peu cette même chose-là? On veut leur proposer des choses différentes, mais est-ce que la visite guidée de la place de la Bourse, de Quinconce, etc., même pour des Hmm. locaux, de façon un peu différente, est-ce que ça marcherait pas? Mais peut-être pas, parce qu'en fait, vous êtes 50 à le faire du coup. Bah, oui, le principal problème, je pense que ce serait la concurrence pour visiter les principales attractions de Bordeaux. Après, tu sais, il y a beaucoup de gens qui te disent ah, ça fait 20 ans que j'habite à Bordeaux, finalement, je découvre ma ville. Enfin, donc, Mais oui. c'est pas un problème. Pour les excursions dans le vignoble, les gens, tout simplement, je pense qu'ils prennent leur voiture, en fait. Ouais, ouais, T'as ouais. pas besoin, tu vois, t'as pas forcément besoin de passer par moi pour aller à Saint-Émilion. Tu peux prendre le train, le bus, t'es français, t'as un smartphone, tu sais où trouver l'info, quoi. Euh, non, il faut leur parler différemment. Ça peut être aussi, il y a d'autres entreprises qui font des visites sur des quartiers périphériques de Bordeaux. Je pense une association qui s'appelle Alternative Urbaine qui propose des visites vraiment de quartiers prioritaires de la ville. Donc, ils vont sur des quartiers type Belsier, type, tu vois, Ah ouais. des quartiers en dehors du centre historique avec une autre type d'approche. C'est pas des guides professionnels, c'est souvent des locaux qui viennent de ces quartiers-là et qui, moi je trouve ça vachement intéressant, ils proposent une alternative à la visite de centre historique et du coup ils ont la plus-value pour eux, ils l'ont trouvé. Ils ont, c'est
quelqu'un qui vient de ce quartier-là, qui va apporter un côté un peu plus personnel, voilà, et qui va raconter non pas le Bordeaux UNESCO, mais aussi le Bordeaux Mm. périphérique, quoi. Mm. Qui est hyper intéressant, mais qui est très niche pour le coup. Là, tu t'adresses aux locaux pour les locaux, C'est quoi. très niche. Après, et puis bon, c'est une asso, donc c'est pas non plus forcément les mêmes objectifs financiers et contraintes financières que moi je C'est peux clair. avoir, quoi, en fait, tout simplement. Oui, oui, non, c'est sûr. Donc toi, tu as ça, donc du produit un peu innovant. Le Bordeaux bordelais en basse saison, ça marche. Les publics étrangers en basse saison, on les a pas ici. Pas assez. Assez peu, assez Ouais. peu. Ouais. On les a un peu le week-end. Alors moi, souvent, alors là c'est un peu tôt parce que ma basse saison, elle vient juste de commencer. Mais sur les 3 premières basses saisons, les gens, ils arrivaient. C'était vraiment beaucoup d'Irlandais ou de Britanniques. Ils arrivent le vendredi soir ou le samedi matin et ils repartent le dimanche soir ou le lundi matin. Eh ouais. Bah, ils prennent le double, tu vois, le vol. Et ils font du city trip de 2 3 jours. Que tu as moins maintenant. Bah, on va voir. Il y a moins d'Irlandais donc, à Bordeaux à cause de la coupure des liaisons Ryanair. Donc, mais il y a toujours des gens. Mais là, par exemple, j'ai eu l'impression d'avoir plus d'Européens du Sud. J'ai pas mal Ce que tu d'Italiens, me disais, ouais. tu vois, d'Italiens en ce moment. Voilà. Donc c'est notre public. Ce qui est très rigolo, tu vois, on bosse pas encore avec eux, mais on avait fait un podcast avec tu sais, les vedettes de Paris qui font. Alors eux, c'est le produit le plus cliché du monde, hein. Mais c'est magnifique, c'est les balades en bateau, tu sais, au bas de la Seine. Mhm. Ils sont au pied de la Tour Eiffel. Et elle me disait pareil, elle, beaucoup dépendante des plateformes Get Your Guide, etc. Elle me dit cette année, moins d'anglophones, Mhm. beaucoup d'Italiens, elle m'a dit même des Indiens. Mhm. J'arrive pas à savoir si c'est la plateforme qui a généré ce flux-là, ou pareil, si c'est un changement des. Tu vois, peut-être que les Américains viennent un peu moins. Je n'arrive pas à Peut-être, savoir. ouais, c'est difficile à savoir. Ça, c'est vraiment des études qui sont faites au niveau Ouais, c'est presque des étatique, régions ouais. pour savoir qui vient. Après, c'est peut-être des effets, enfin des contre-effets. On a eu les JO l'an dernier. Ce que plein de gens ne se sont pas dit, bon, ça y est, ça y est, je suis allé en France pour les JO. Cette année, on n'y va pas. Enfin, Et c'est on très nous compliqué annonçait à un savoir. effet JO exceptionnel. Bon, Moi, je l'ai pas ressenti, quoi. personne l'a Enfin, vu, je j'ai pense, hein. pas au moment des JO, j'ai eu quelques clients qui étaient là, notamment à Bordeaux pour les matchs de foot, parce que tu avais des matchs. Mais bon, après, c'est normal, j'étais pas à Paris, hein, à Mm. Bordeaux, donc Non, non, c'est clair. je pouvais pas m'attendre non plus. Un Non, effet énorme. ah, un effet énorme. La Coupe du Monde de rugby, ça c'était bien. Ah ouais? Ah ouais. La Coupe du Monde de rugby en septembre 2023, quand il y avait des matchs de Pays de Galles, Irlande, j'ai fait au moment des matchs de l'Irlande, et je crois qu'il y avait eu 2 matchs de l'Irlande à Bordeaux, si je me trompe pas. Voilà, j'ai fait des vannes remplies d'Irlandais, quoi. Parce qu'ils étaient tous là pour le match à 20h. Qu'est-ce qu'ils font l'après-midi? Bah, ils partent avec moi. Comme quoi, tu vois, même les rugbyman, ils viennent pas que pour le sport et la bière, tu vois, ils viennent aussi pour la Ils viennent aussi pour le culture vin. et le pinard, quoi. Ouais, et Non, mais le... ça, il y a des, il y a des, voilà, il y a des événements où tu le ressens plus que d'autres, quoi. Oui, non, mais oui, mais C'est sûr. très intéressant. Attends, juste pour finir là-dessus, parce que ça m'intéresse sur ta basse saison et ton public Oui. français. En termes de prix, tu peux leur proposer la même chose ou c'est des publics qui payent moins cher quand même que Non, tes ils publics payent moins cher. Ils payent moins cher. Je pense que c'est aussi normal, mais tu consommes moins quand tu fais demain, tu passes un week-end à Bergerac, tu vas peut-être moins dépenser par jour que si tu passes 2 semaines en Californie, où Oui. tu vas te dire, j'y suis peut-être une fois dans ma vie, le resto, là, le super resto, je vais le faire. Mm. Bergerac, tu te dis, bon, peut-être que j'y retournerai dans un an, tu vois. Non, mais après, c'est aussi, comme on leur propose à l'heure actuelle des visites guidées, bah, le prix d'une visite, évidemment, n'a rien à voir avec le prix d'une excursion en van. Donc, nous, on a un premier prix à 12 euros par personne. En plus, cette année, ça fait partie de nos engagements. On a mis en place des tarifs solidaires. Donc, j'ai un demi-tarif pour à la fois, alors que je suis une entreprise privée, hein, je n'étais pas obligé de le faire quand même, demandeur d'emploi, moins de 18 ans et étudiants, demi-tarif, 6 euros. Ah ouais. Donc moi, clairement, je vais le dire, à l'heure actuelle, c'est pas ça qui me remplit. Ah non, mais c'est clair. Mais c'est pas grave. Moi, j'adore l'histoire, j'adore ces visites, les retours ils sont excellents. C'est un début de catalogue qu'on cherche à développer. Euh, voilà. Mais c'est 12 euros, donc c'est quand même très abordable. C'est le prix d'une place de ciné, quoi. Ce que j'allais te Quand dire. t'es en plein tarif, c'est le prix d'une Ouais, place ouais. à l'UGC, quoi. Oui. Et tu penses qu'à terme, ça peut équilibrer ton business ou ça va être dur quand même? Ça peut l'équilibrer, mais encore une fois, l'objectif, ça va être double. Il va être à la fois de trouver des visites qui ont une vraie valeur ajoutée euh, et d'aller chercher la clientèle, pourquoi pas la clientèle en fait pro. Si tu fais des visites très thématiques, Ouais. il faut après faire le démarchage auprès soit d'agences, mais surtout d'entreprises qui seraient intéressées par faire ces Mm. visites-là. Donc ça peut te rééquilibrer. Ça, je pense pas que à court terme, ça rééquilibrera le budget financier, le côté financier. Par contre, ça peut permettre d'avoir du chiffre entre novembre et mars, au moment où finalement, on n'a pas grand-chose à faire. Enfin, si, on a beaucoup de choses à faire, mais on n'a pas beaucoup de visites.
Et oui, Après, ça poserait une autre problématique, c'est que nous, en fait, on prend aussi nos vacances à ce moment-là parce qu'on travaille comme des oufs l'été. Donc, ça voudrait dire aussi engager d'autres gens, etc. Mais voilà, c'est une idée, c'est une réflexion. mais on a les mêmes réflexions sur forcément deux sujets différents, mais c'est oui. D'un côté, tu veux développer, mais le développement amène plus de ressources, plus de réflexion, plus. Donc tu te dis, au bout d'un moment, en fait, à quel niveau on s'arrête, quoi. Tout à fait. Mais je pense que c'est très intéressant comme remarque et c'est quelque chose dont les gens ont peu conscience. Si tu te veux entreprise engagée, notamment dans le tourisme, il y a vraiment une volonté de se dire à quel moment je m'arrête, à quel moment je vais arrêter de grandir parce qu'en fait, ça n'aurait aucun sens de continuer à être engagé si c'est pour à la fin avoir 10 vannes. C'est quoi l'intérêt en fait? Si je peux être l'entreprise la plus engagée en termes de RSE, travailler qu'avec des. Mais si à la fin j'ai 10 vannes, 80 personnes par jour, que de la clientèle étrangère et que mon business il est que sur ça, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, moi je m'imagine pas, j'ai pas créé Verbodo en me disant je vais avoir 10 vannes. Quoi. Si j'en ai deux, un à l'année, un loué sur les 6 mois de la haute saison, j'ai même pas besoin de les tenir, hein. Je peux juste le louer. Et après, je fais des visites guidées à Bordeaux. On est une équipe de 3-4. Il y a ça du turnover. Ça me suffit en fait. J'ai pas forcément vocation à devenir comme mes gros compétiteurs, hein. Ce qui est déjà beaucoup. Ce que, 3-4. la vision que tu as. Oui, C'est quand tout même à déjà fait. une belle Mais vision pour. Ouais, tout à fait. Mais c'est pas la vision la plus facile à mettre en œuvre. Non. Parce que le plus facile, ça serait de dire je loue un deuxième van, je demande à ma banque un prêt, elle me le donne, j'achète un deuxième van, je prends un guide en CDD et je lui fais des tours à Saint-Émilion. Bam. Ouais. Et là, je remplis. Mm. C'est ça, hein, c'est ça le choix de facilité. J'aime bien cette réflexion. Et moi, tu vois, j'ai peut-être une fausse croyance, mais je l'ai. Donc, de me dire, en fait, la nature, quand tu la laisses, elle ne fait que pousser et que grimper vers le haut. Donc, je me dis, une entreprise, normalement, si tu te débrouilles bien, bah, alors, nous, on a un peu de, comment dire, nous, on a de la fidélisation. Donc, si tu te débrouilles bien, l'année suivante, tu as quand même une grosse partie de tes clients qui renouvellent. Et puis, si tu te débrouilles bien, les gens en parlent, même si tu fais rien, tu as plus de monde qui vient. Donc, en fait, même naturellement, ça ne peut faire que croître, puisque tu as de la renouvellement, plus des gens qui te connaissent. Donc, en fait, moi, je me dis, comment faire pour dire à bout d'un moment stop? Parce que même en faisant rien, il y a une mini croissance naturelle. Mais ça va être la même chose pour toi. Ouais, alors à ceci près qu'on n'a pas trop de gens qui reviennent. Parce Oui, que nous, toi, nous, c'est dans notre milieu, c'est quand même beaucoup de gens je vais jamais les revoir de ma vie en fait. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Euh, Après, qui dit croître dit. On va dire, si on est vraiment très terre à terre, qui dit améliorer ses résultats comptables, dit pas forcément augmenter son chiffre d'affaires. Non. Parce que nous, on l'a dit, on passe beaucoup par des plateformes. Mm. Donc, un de mes leviers, c'est de me dire comment je fais pour que les gens réservent directement avec moi. Et du coup, je fais le même temps de travail, je vends au même prix. Par contre, en fait, Tu gagnes je marge mieux en fait, et les gens ont payé le même prix. Mais en fait, l'argent a été distribué de manière plus logique, c'est-à-dire à celui qui a fait le boulot. Voilà. Donc c'est un gros levier qui est intéressant, qui n'est pas facile à mettre en œuvre, Ouais. mais qui est intéressant quand tu veux rester à une taille raisonnable tout en améliorant tes capacités financières. Pour après, à capacité financière, quand je dis ça, les gens se disent oh, bah, il veut gagner plus d'argent. Bon, oui, évidemment, si je peux gagner plus d'argent, je vais pas cracher dessus. Et d'ailleurs, parenthèse, je trouve que c'est d'autant plus important quand on est une entreprise engagée qui se fixe des limites, de dire aux gens oui, j'ai gagné de l'argent. Parce que si tu dis tout le temps oui, je suis une entreprise engagée, mais je galère, en fait, je vois pas comment tu donnes envie aux gens de prendre des risques. C'est clair. Donc moi, je suis obligé de dire oui, j'y arrive en fait, sans que j'affole les compteurs, mais oui, j'y arrive et j'y arrive en me fixant des contraintes. Mais et là, j'ai perdu le fil de ma pensée. Non, sur le côté, la nature fait que ça croît naturellement. Ouais. Et tu dis, bah, en fait, non, il n'y a pas forcément nécessité à faire plus de chiffres. Il suffit juste de rentabiliser ton. Tout à fait. Ouais. Oui, et ce que je veux dire, c'est que si je fais plus d'argent, au-delà de me payer mieux, après, nous, on peut prendre des risques sur des produits plus de niche. Passer 2 semaines à créer une visite guidée qui potentiellement ne va pas marcher. Je peux le faire parce que derrière, j'ai fait mes wine tours, mes excursions dans le vignoble avec ma clientèle étrangère parce que j'ai réussi à améliorer mes ventes directes. J'ai plus margé et du coup, je peux me permettre. Si je n'ai pas de marge de manœuvre, à un moment donné, moi, je ne peux pas inventer l'argent. Je vais devoir faire, tu vois, ma marge de manœuvre elle sera beaucoup plus limitée. Mais mes risques que je vais prendre, ils vont être beaucoup plus mesurés. C'est très juste ce que tu dis. Et c'est peut-être ce qui est en train de nous attendre là, c'est que, quand je dis nous, pas nous l'agence, mais globalement, c'est qu'effectivement, l'argent qui reste à la fin sur ton compte ne sert pas à rémunérer en dividende.
Enfin, en tout cas, pas toujours. Bah, Et puis si ça le fait, c'est très bien d'ailleurs. Bah, oui, Je oui, reviens à ce c'est- que tu dis. Mais c'est de dire aussi, toi, nous, on le vit et les clients le vivent. Toi, nous, on fait de la com, du marketing, du branding. Donc, on est forcément à la dernière roue du carrosse. Dans un budget d'un client. Donc, forcément, quand tout va bien, ils disent, bon, allez, les gars, je vous donne ça et vous me faites ça en plus. Et les années de vache maigre, c'est rigolo, c'est que, ah non, les budgets se tendent, faites-moi que de l'efficace. Hmm. Ce qui est bien, c'est que ça te rationalise tout. Par contre, effectivement, ta marge de manœuvre est tellement faible que si tu n'investis que dans l'efficace trop longtemps, je pense que tu loupes le coche de l'innovation. Tout à fait. Et puis des fois, tu peux avoir des bonnes surprises et des mauvaises surprises. Tu vois, tu lances les bouteilles à la mer, mais des fois, tu as un retour sur un type de produit ou une idée. Et inversement, tu vois. Donc, il faut prendre un peu de risque. Enfin, j'ai envie de dire aussi, tu as créé ton entreprise. Donc, quand tu es aux manettes, tu as envie de jouer avec les manettes, en fait. Si c'est pas pour utiliser la manette un peu rigolote, c'est-à-dire prendre des risques, C'est vrai. si c'est pas pour pousser un peu le jeu, alors de manière, on est tous plus ou moins mesurés, on n'a pas tous la même façon de gérer des boîtes, selon leur taille, selon leur ancienneté, selon notre parcours. Mais moi, je me dis, bon, il faut quand même un peu prendre des risques et rigoler, enfin rigoler, tu vois ce que je veux dire, quoi. Mais non, mais je pense que le Parce mot que est très sinon, juste. si je en voulais une plus. zone de confort, en fait, je me mettrais en salarié, je travaillerais, ou je ferais que de l'efficace, comme un bourrin pendant 8 mois, et après, je prendrais 4 mois de vacances, comme certains guides que je connais qui font la même chose que moi. Moi, j'ai pas de vacances, hein. Les gens, ils pensent que je suis en vacances de novembre à mars, je suis pas en vacances entre novembre et mars. Un petit peu. Parce qu'il faut quand même que je souffle. Mais Après, pas. j'ai plein d'autres choses à faire, parce que développer ça, tout ce dont on vient de parler depuis 1 heure, bah, ça prend du temps. Et puis, quand tu as des salariés, je pense que ça les fait marrer. Tu vois, je pense que à l'agence, ils n'en peuvent plus que j'ai 8 millions d'idées. Mais en vrai, il n'y aurait pas ça. Bah, je pense que tout le monde s'ennuierait. Tu vois, de faire des podcasts, de monter des gîtes et d'aller tourner en maillot de bain un 30 septembre alors qu'il caille. Bah, en fait, c'est chiant parce que c'est des trucs en plus. Mais en vrai, c'est ce qui fait le sucre du métier. Bah oui. Sinon, je pense, hein, sinon Bah sinon, on tourne en rond un peu, non? Enfin, il faut. je pense que t'entreprends pas pour t'ennuyer et je pense que t'es pas salarié pour t'ennuyer non plus, en non, fait. non, c'est clair. L'ennui Non. est un gros mot presque, hein. Mais il est fatigant. Je sais même pas depuis combien de temps. Purée, mais il est 1h30. Ça fait 1 heure et demie qu'on Bah, parle? je crois. Allez. C'est vrai? Ça passe vite. Et bah, ça passe très vite et c'était hyper. Et à chaque fois que je fais un podcast, j'ai envie de dire, ah, j'ai envie de monter des vides guidées, c'est génial. Je le ferai pas, hein. Mais Ouais, c'est peut-être pas le truc le plus facile à faire. non, non, mais par contre, en fait, c'est passionnant la façon dont tu montes un produit, comment tu le commercialises. J'aime bien ce que j'ai bien aimé dans cet entretien, c'est que en fait, t'as pas qu'une vision. C'est peut-être ton passé aussi, je sais pas. T'as pas qu'une vision créative de la chose. T'as une vision business et à la fois, c'est pas que du business, c'est aussi très, tu vois, très, très responsable. Donc j'aime bien. Je trouve que t'as une Ouais, multi-approche des choses. Je suis toujours dans le doute dans ce que je fais. Mm. Je doute des choix, mais à un moment donné, si tu doutes, c'est que le doute est bloquant, là c'est le problème. Douter et y aller, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il faut, enfin, voilà. Le doute, ça permet un peu une forme d'humilité, de me dire, ok, je sais les limites de mon entreprise, je sais les limites de mes engagements, mais je sais aussi où je veux aller. Et que je sais aussi qu'est-ce que je peux améliorer et qu'est-ce que je pourrais pas améliorer. Et quelle est la réalité du boulot. Voilà, tu vois. Je crois que tu vois, moi, ça fait 10 ans. Je doute encore 10 ans après, hein. Je crois même que, je me dis même souvent, le jour où j'arrête de douter, c'est qu'il y a un problème. T'es trop sûr de soi, je pense que. Ouais, c'est là où tu fais les plus grosses erreurs. non? Ouais, je pense. Quand on commence Quand à- t'as de l'inertie, ça va. Ouais. Mais une fois que tu perds l'inertie, je pense que tu te fais rattraper par la réalité, quoi. Un grand merci pour ce moment. Ben, merci à toi. Regarde. C'était hyper intéressant. Je me demande même il faut absolument que je parle de toi pour mes visiteurs étrangers qui viennent à la maison de Bordeaux, quoi. Avec plaisir. Ah Vers ouais, Bordeaux. exactement. Voilà, ils peuvent nous contacter à travers le site. Mais oui, venez en direct, hein, venez pas sur Get Your Guide. Après 1h30 de podcast, si vous n'avez pas compris C'est ça, le même prix en plus. Mais oui, donc il n'y voilà. a aucune raison. En plus, un grand merci à toi. Merci encore à vous. de m'avoir Au accueilli. plaisir, allez suivre Vers Bordeaux, suivez les compteurs, suivez To The Moon, et on se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. Merci à toi. Merci. Merci à vous d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous demande de le partager et de mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Et surtout, retrouvez-nous sur le site des compteurs pour nous briefer sur un projet marketing, communication ou branding. À bientôt.